Parce qu'on me dit, oh ouais, mais les gens, ils ont peur dans l'entreprise d'occuper, etc. Je savais Wimberg, en 1966-67, qu'on me disait déjà ça. Tu sais, juin 36, ça n'arrivera plus jamais. J'ai entendu ça, j'avais 20 ans. J'ai encore dans la tête. Les mots de l'époque, c'était la classe ouvrière est embourgeoisée. C'est le crédit, le tiercé, la bagnole, le PMU. Eh bien, il y a eu mai 68. Et mai 68, ça ne se commande pas, mais c'est une alchimie qui vient quand c'est mûr. C'est-à-dire quand tous les facteurs sont suffisants pour que les gens se disent « je ne peux plus faire autrement que d'y aller, parce que sinon je vais vraiment tout perdre ». C'est pas quand les gens sont au fond. C'est pas quand les gens se disent « je peux encore rêver d'autres choses sans rien faire ». C'est juste cette phase où des dizaines de millions de gens se disent « il faut que j'y aille ». Parce que sinon, c'est pas seulement moi, c'est pas parce que je suis jeune, c'est pas parce que je suis vieux, je regarde mes parents, je regarde mon âge, je calcule tout pour ma vie, je vais tellement me faire avoir qu'il faut que j'y aille. Et quand cette alchimie-là se produit, que ça bascule, alors la victoire est possible. C'est là qu'on en est. Exactement là. Debout, debout, debout. Qu'en fait, cette contre-réforme, c'est une sorte de concentré, je dirais même, de ramassis de ce qu'est la politique de Macron, à la fois sexiste, ça a été dit, à la fois productiviste, ça a été dit, libéral, brutal, bref, capitaliste. Reculer l'âge de la retraite, c'est évidemment augmenter le chômage et c'est augmenter cette capacité de faire pression sur les salariés. Et il faut assumer de dire que nous, eh ben, on défend exactement l'inverse, qu'en fait, nous, on défend le droit au temps libre, le droit à profiter de la vie, le droit à une période de la vie la plus longue possible et dans les meilleures conditions de possible où on échappe au travail et à l'exploitation. On défend un autre projet de société qui est à la fois écologique et social, de travailler et de produire utilement et pour satisfaire les besoins, pas pour produire toujours plus, qui est en fait produire toujours plus de profit. Voilà, on le dit, on le répète, on ne veut pas perdre sa vie à la gagner, on ne veut pas perdre nos vies pour leur profit. Aujourd'hui, l'âge légal de la retraite pour les personnes en grande pauvreté, c'est 65 ans. Ça peut surprendre, mais en fait, pour toucher l'allocation de solidarité avec les personnes âgées, qui s'élève à 960 €, et sortir d'un RSA à 590 €, il faut avoir 65 ans. Donc, les personnes qui sont dans la pauvreté n'ont pas forcément la disponibilité pour marcher à vos côtés dans les rues ou pour se présenter publiquement. Et quelquefois, elles peuvent en avoir des retours négatifs. Ah oui, non, mais lui, il ferait mieux de s'occuper de soi plutôt que de manifester. Alors, le mardi 7, l'intersyndicale appelle à mettre tout à l'arrêt, à bloquer le pays. Et effectivement, c'est à ce niveau-là qu'il faut se hisser. Mais on a aussi un enjeu, et ça a déjà été exprimé, de faire le lien avec la grève féministe du 8 mars. On ne peut pas laisser quelques secteurs seuls dans la grève reconductible. C'est vrai que les cheminots, les éboueurs, les raffineurs, ils ont un pouvoir bloquant qui se voit. C'est plus visible que les autres. Mais isolés, ils ne pourront pas tenir. Voilà. Et il faut se convaincre aussi qu'aucune de nous n'est inutile. Mais ce qui est important, c'est ce que ça permet de faire. C'est ce que ce temps libéré par la grève nous permet de faire. Les liens qu'on construit, les discussions, la solidarité, l'auto-organisation. Quand on a ce cadre, ce collectif, cette lutte, toutes et tous ensemble, là, on s'aperçoit que de grandes choses sont possibles et que la grève reconductible, là, effectivement, elle est possible. Nous, on veut et le retrait de la réforme, mais aussi, on veut se débarrasser de Macron. Parce qu'on sait que si on le laisse faire, il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. C'est de construire une perspective, de reconstruire un espoir, de reconstruire une vision et un projet qui soit à la fois anticapitaliste, émancipateur, féministe, écologiste, solidaire, parce qu'on sait bien dans le fond de nous-mêmes qu'un autre monde est possible,
Mais ce ne sera qu'à nous toutes et à nous tous, toutes et tous ensemble, qu'on le rendra cet autre monde possible enfin réel. Voilà, c'est le moment d'y aller, on a cette possibilité et c'est une occasion qu'il ne faut pas manquer. Je vais laisser Adrien Bernard du PCF introduire le meeting. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez, ouais. Bonsoir, bienvenue, merci, bienvenue à cette soirée, à ce grand meeting commun de la gauche à Épinal. Juste un petit mot avant de commencer, voilà, pour présenter le sens de cette soirée, de pourquoi la gauche se rassemble à cette occasion. Il s'agit évidemment dans un premier temps d'apporter un soutien sans faille à la mobilisation sociale actuelle, à la lutte pour enclencher des syndicats, et ce jusqu'au 7 mars et même après, jusqu'à la victoire. Et puis bien sûr, évidemment, il s'agit d'y apporter des réponses politiques, d'offrir des perspectives, des débouchés, et faire la démonstration qu'une autre réforme des retraites est possible. Et aussi au-delà, parce que cette réforme, elle nous met en fait quelque part face à un choix de société. La question qui est posée, c'est de savoir, est-ce qu'on continue dans la même direction avec toujours plus d'injustice ou d'inégalité, ou est-ce qu'au contraire, on change de cap? Nous, avec les camarades de toute la gauche réunis, on a envie de changer de cap, et pour ça, on se rassemble, et on mène la bataille politique, notamment au travers de cet événement. Et la première des batailles, c'est au niveau des idées, de mener la bataille des idées. Et donc, au travers de cette réforme, la première des choses à faire, c'est déjà de remettre en quelque sorte les termes du débat dans le bon sens. Parce que vous l'entendez partout, il y aurait un problème des retraites. Notre système serait en danger et le gouvernement, comme il est sympa, il veut le sauver, notre système. La réalité, c'est que notre système, il n'est absolument pas en danger et que, bien au contraire, cette réforme, elle va l'affaiblir et elle va ouvrir la porte en grand à la finance et à la capitalisation. La deuxième des choses qu'on entend un peu partout et qui sonne comme une évidence, et d'ailleurs même notre président Macron l'a utilisé cette semaine comme argument massue, c'est l'appel au bon sens. Ah oui, vous savez, vu qu'on vit plus longtemps, c'est quand même normal, c'est logique qu'on travaille plus longtemps. Sauf que le bon sens, c'est exactement l'inverse. C'est parce que nous travaillons moins longtemps et dans de meilleures conditions que nous vivons plus longtemps. Donc c'est un argument qui n'a pas de sens, d'autant plus qu'il fait fi de tous les gains de productivité et du progrès technique. Tout ça, ça doit servir au bien commun, à l'intérêt général, et non pas enrichir les poches de quelques-uns. Et puis enfin, il y a une troisième des choses qui pose problème dans la façon dont le débat est posé, dont le débat public présente les choses, c'est qu'on voit la retraite et le retraité uniquement que comme un coût. Et ça, c'est la même logique globale qui nous fait présenter le travail comme le coût du travail. Vous connaissez tous le coût du travail. En fait, qu'on soit travailleur ou retraité, pour les capitalistes, pour les financiers, dans tous les cas, nous représentons un coût. Mais il faut le dire, ça n'a aucun sens, parce que à la source de toute création de richesse, ce sont les travailleurs, c'est le travail. Et de la même façon, les retraités, ils apportent énormément à notre pays, tant au niveau social, politique, économique, culturel, associatif. Bref, ça n'a pas de sens de ne raisonner qu'en termes de coûts. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que la gauche aujourd'hui a pris ses responsabilités, elle se rassemble et organise à travers un peu tout le pays ce genre d'événement. C'est pour mener la bataille des idées, et nous faisons avec d'autant plus de responsabilités qu'on voit bien qu'en embuscade il y a l'extrême droite. Et il faut le dire, l'extrême droite, elle n'en a rien à faire des retraites. Elle sert qu'à semer la haine et la division. Et au final, elle sert qu'à renforcer un système qu'elle pourtant elle prétend combattre. Donc voilà, avant de donner la parole à Sandra et Dominique qui vont présenter nos intervenants, merci d'être aussi nombreux à cet événement qui, je crois qu'aussi le message qu'on veut passer au travers de ce type d'événement, c'est un message d'espoir et de combativité. Surtout, ne vous résignez pas, jamais, ne nous résignons pas. Parce qu'ensemble, on peut gagner. Ensemble, on va gagner. Merci. Notre premier intervenant est un intervenant syndical, donc Hervé Pider, le secrétaire du syndicat Mine Énergie Vosges. Donc Hervé va nous parler de la situation des retraites au sein d'EDF, GDF, EDF, GDF, et donc avec un statut que l'on dit particulier. Il faut savoir que ce statut n'est pas né de nulle part, donc c'est un statut pionnier
Et donc ce statut-là, il est quand même bénéficiaire et il permet au système général, il pallie au système général. Donc Hervé, je te laisse nous en dire plus par rapport à la situation de ton entreprise. De mes entreprises, merci Sandra. Donc Hervé Piller, je suis secrétaire général du syndicat Énergie 88, je suis membre du DCGT, membre du bureau du DCGT des Vosges, et je vais vous parler des régimes spécifiques, souvent appelés régimes spéciaux, des agents des industries électriques et gazières. Ce statut, appelé à tort régime spécial, a toujours été excédentaire, et à ce jour il y a encore. Notre taux de cotisation salariale est presque à 13%, c'est une volonté au niveau de la création, pour permettre justement d'avoir des pensions et un système de reconnaissance au-dessus de ce qui pouvait exister et être pionnier. Depuis 2004, avec la mise en ouverture du capital des entreprises historiques EDF et GDF, a été créée la Caisse nationale des IEG, qui, avec notre statut spécifique et bénéficiaire, permet la solidarité depuis 17 ans en versant 1,7 milliard d'euros aux autres caisses pour la solidarité. Notre régime de retraite spécifique est lié directement à la création du statut national du personnel des industries électriques et gazières par la loi du 8 avril 1946 qui a créé EDF et GDF. Le statut, comme le régime de retraite, a repris les meilleures conditions sociales des différentes entreprises nationalisées. À l'époque, 1450 entreprises ont été nationalisées pour créer EDF, 200 dans la production, une centaine dans le transport et plus d'1 millier dans la distribution. Pour GDF, le nombre était moins conséquent. C'est ainsi que de nombreux critères se sont retrouvés dans le régime spécifique des électriciens et gaziers. Les deux plus importants critères permettant un départ anticipé à la retraite ont été l'insalubrité et la pénibilité. L'insalubrité était reconnue au travers de l'exposition à de nombreux agents chimiques, dont principalement le grès de houille pour les gaziers, ce qui servait à faire l'étanchéité des conduites en acier. Et la créosote pour les électriciens, c'est un goudron injecté dans les poteaux bois pour éviter le pourrissement. La pénibilité, elle, est reconnue au travers de l'activité physique, principalement, mais aussi via les conditions climatiques. L'activité physique par le port de charge, le travail en hauteur, le travail en fouille, le travail continu, le travail de nuit, le travail sous tension, etc. Et les conditions climatiques, tant par le froid que par la chaleur et toute autre intempérie. C'est notre mission de service public, pouvoir transporter et distribuer l'énergie 24 heures sur 24, 365 jours par an, quel que soit le temps. Les différents métiers, souvent liés à l'exploitation des réseaux et leur infrastructure, ont pu bénéficier de ces reconnaissances, mais pas forcément tout au même niveau. Dans le jargon des IEG, on appelle ça le taux de service actif. Ce sont ces différents taux qui vont de 10 à 100% par palier 10, qui cumulés individuellement par période, permettent pour quelqu'un qui a fait 30 années à 100% de pouvoir partir 5 ans plus tôt. 5 ans plus tôt parce que 30 ans à 2 mois de bonification, ça nous fait 60 mois. Si quelqu'un était 30 ans à 50%, il en aurait que la moitié, il aurait 2 ans et demi d'anticipation de départ en retraite. En 2008, la réforme de Xavier Bertrand a mis à mal notre système de reconnaissance. Aujourd'hui, un agent des IEG, embauché depuis le 1er janvier 2009, n'a plus la même reconnaissance sur la pénibilité. La FNME-CGT, à cette époque, a été la seule à se battre pour continuer à faire reconnaître la pénibilité et avoir un accord de branche qui permet d'avoir un système de reconnaissance qui, même s'il ne peut plus avoir un départ anticipé, permet l'octroi de jours de congé pour pouvoir être reposé avant la date effective du départ en retraite. Ces congés sont placés sur un compte épargne jour retraite. Ça reste un genre d'entreprise, mais ça permet de prendre en compte encore cette pénibilité. Pour les agents des IEG, si le projet de loi actuel passe, ce sera la fin des régimes de retraite de haut niveau, qui va finir par être adossé au régime général, avec ces mêmes taux de cotisation, et qui va finalement paupériser les futurs retraités de nos entreprises. Le gouvernement parle de prendre en compte la pénibilité. S'il voulait réellement le faire, il aurait dû conforter notre régime spécifique, s'en inspirer pour l'appliquer au plus grand nombre de travailleuses et de travailleurs. Merci pour votre écoute. L'intervenant suivant est Clovis Daguerre, co-secrétaire fédéral des jeunes écologistes de ELV, donc le syndicat écologiste. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation.
Donc, comme ça a été dit, moi je suis co-secrétaire fédéral des jeunes écologistes, donc voilà, donc je vais parler au nom des écologistes, mais surtout au nom des jeunes, puisque les jeunes, ils ont été énormément mobilisés contre cette réforme des retraites. On a été très nombreuses et nombreux en première ligne dans toutes les manifestations. Avant de parler un peu de pourquoi la jeunesse se mobilise et de quelle est la vision portée sur cette réforme des retraites, j'aimerais juste faire un petit retour sur ce qui vient de se passer sur les 2 semaines de débat qui viennent de se passer à l'Assemblée nationale. En 2019, donc il y a moins de 4 ans, Macron disait si on décalait l'âge de départ à la retraite de 2 ans, ça serait une formidable hypocrisie. Et bien croyez-moi, pendant ces 2 semaines de débat à l'Assemblée, de l'hypocrisie, on en a eu énormément. D'abord de l'hypocrisie parce que d'abord la Macronie se plaignait de ne pas pouvoir débattre, et elle se plaignait aussi de l'obstruction parlementaire qui aurait été faite par les partis de la NUPES. Énorme hypocrisie puisque c'est quand même la Macronie elle-même qui a limité à seulement 2 semaines le temps de débat sur un sujet aussi important que les retraites, et la Macronie elle-même qui n'a voté absolument aucun des amendements qui ont été proposés par nos députés, même sur des choses très simples comme passer à 55 ans l'index senior, ou vraiment des amendements juste même de forme, la Macronie l'a refusé. Donc énormément d'hypocrisie de la part des macronites, de la part de la Macronie également, parce qu'en fait, on le sait très bien, la plupart d'entre eux ne voulaient pas défendre ce texte. Que ça soit auprès de leurs citoyens, de leurs citoyennes, que ça soit sur les plateaux télé, la plupart rechignaient à aller défendre cette réforme de retraite et ce décalage de 2 ans de l'âge de départ à la retraite. Mais pourtant, ils étaient quand même derrière le gouvernement et ils étaient là pour défendre le texte. On a eu aussi de l'hypocrisie et énormément de mensonges qui ont d'ailleurs été débunkés un peu par nos députés de la NUPES, que ce soit sur les 1200 €, sur le fait que la réforme allait réduire les inégalités femmes-hommes, sur même la nécessité même de cette réforme, puisque en fait on nous a dit que cette réforme c'était une nécessité financière, mais on l'a dit avant, ça a été expliqué en long, en large et en travers, il n'y a pas de nécessité financière à cette réforme, c'est le président du Conseil d'orientation des retraites lui-même qui l'a dit, donc là encore c'était une hypocrisie. Et enfin, une hypocrisie pour finir sur le vote lui-même, les macronistes se sont plaints de ne pas pouvoir aller jusqu'au vote de l'article 7, donc l'article sur le décalage de 2 ans pour partir à la retraite 2 ans plus tard. Mais en fait, ils étaient bien contents de ne pas pouvoir voter là-dessus, puisqu'en fait, il y a eu plein de divisions, que ce soit en commission avant ou sur des articles, notamment sur l'article 2 sur l'index senior. Ils ont été rejetés, il n'y avait pas de majorité, enfin, on pense qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée pour voter cet article et pour voter cette réforme des retraites. Donc sur tous ces sujets, la Macronie a fait preuve d'une hypocrisie énorme. Mais heureusement, face à ça, même s'il y a eu des différences de stratégie, s'il y a des députés qui ont voulu aller jusqu'au vote, d'autres qui n'ont pas voulu aller jusqu'au vote, on a quand même eu des députés de la NUPES qui étaient unis, qui ont fait front contre la réforme des retraites et qui ont représenté les 80% des Français qui étaient totalement opposés à cette réforme. Ils ont pu représenter nos colères et ils ont pu notamment, comme je le disais, représenter la colère des jeunes, puisque moi je parle un peu au nom des jeunes, des écologistes. Les jeunes, c'est ceux qui ont été énormément mobilisés sur ces mobilisations retraites et qui vont continuer à l'être, puisque les mobilisations, il va y en avoir d'autres. On a eu des centaines de milliers de jeunes dans les cortèges, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Et même ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans les sondages, les jeunes, c'est ceux qui sont le plus opposés à la réforme des retraites. Ils le sont un peu plus que les actifs et ils le sont plus que les retraités eux-mêmes, ce qui peut paraître paradoxal. Mais en tout cas, voilà. Et donc moi, quand on me dit en tant que jeune, parce que c'est souvent ce que nous rétorquent les macronistes quand on fait des débats avec eux, ou même quand on trappe dans la rue et qu'on tombe sur des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, ils nous disent « Mais toi, t'es jeune, t'as 25 ans, la retraite c'est dans 40 ans, pourquoi tu t'intéresses à ça ?» Et ben ça, c'est vraiment la chose qui m'énerve le plus, parce que oui, même si c'est dans 40 ans, la retraite, on s'y intéresse. On s'y intéresse, on est concerné, déjà dans un premier temps parce qu'on est solidaire. C'est pas parce que la retraite, peut-être qu'on la verra pas, nous on n'en sait rien, hein. Peut-être que la crise climatique aura subi avant, ou peut-être qu'en fait il n'y aura pas de réforme de retraite du tout, mais déjà on est solidaire avec nos aînés. On sait que le gouvernement il veut nous diviser, il veut diviser les jeunes et les vieux. Le gouvernement de toute façon il veut diviser sur tous les sujets. Il veut diviser les salariés, il veut diviser les salariés des chômeurs, il veut diviser les jeunes et les vieux, il veut diviser entre les étudiants et les travailleurs. Et ça, on ne veut pas le laisser faire. On ne veut pas le laisser nous diviser entre les jeunes et les aînés et faire comme si, en fait, on n'en aurait rien à faire et qu'on s'intéresserait que à nous-mêmes. Et on est aussi solidaire sur la réforme des retraites parce qu'on sait l'impact que cette réforme, elle va avoir. On a lancé une réforme, nous, les jeunes de la NUPES, qui dit « La réforme des retraites nuit gravement à votre santé » avec des petits paquets de cigarettes un peu de manière détournée. Et en fait, oui, cette réforme des retraites, elle va nuire gravement à la santé de dizaines de milliers de personnes qui doivent partir normalement à la retraite à 60 ou à 62 ans. Aujourd'hui, on le sait, décaler de 2 ans l'âge de départ à la retraite, c'est augmenter de 5 milliards supplémentaires les dépenses de santé. Donc derrière ça, on va avoir des gens qui vont souffrir de maladies du travail, de stress, il va y avoir des départs anticipés qui vont être nécessaires. On sait que cette réforme des retraites, si on décale de 2 ans l'âge de départ à la retraite, c'est 300 000 chômeurs supplémentaires et c'est 100 000 personnes qui vont bénéficier des allocations sociales en plus. Donc il va y avoir une casse sociale qui va être inouïe, une casse sur la santé, une casse sur les travailleurs qui va être inouïe. Et pour tout ça, nous les jeunes, on est solidaires.
Si on n'aime pas aussi qu'on nous dit quand on nous dit qu'on n'est pas concerné par cette réforme des retraites, c'est parce qu'en fait, nous, on va aussi également être touchés. Même si notre retraite, elle est dans 40 ans, la réforme... ça dépend pour qui. Cette réforme des retraites, elle va avoir un impact direct sur les jeunes, et sur les jeunes notamment qui veulent rentrer sur le marché du travail, puisque si on décale de 2 ans l'âge de départ à la retraite, il va évidemment y avoir moins de place pour les nouveaux entrants, il va y avoir plus de chômage, et en fait ces difficultés-là, elles vont s'ajouter à la précarité que connaissent déjà les jeunes. Je pense qu'ici on est tous d'accord, et c'est pas la peine de le rappeler, mais on le sait très bien, on l'a vu notamment pendant le Covid, et on le voit toujours énormément aujourd'hui, les files d'attente toujours plus longues devant les banques alimentaires pour les jeunes, les problèmes de logement, les problèmes de bourse, les problèmes pour trouver du travail. Les jeunes aujourd'hui, ils font face à énormément de difficultés, et ça va être une difficulté supplémentaire, et les jeunes, ils en ont bien conscience, et c'est aussi pour ça qu'ils se mobilisent contre cette réforme des retraites. Et en fait, moi je pense qu'on est nombreux à le penser chez les jeunes, que si on nous dit en tant que jeunes, quand on dit qu'on se mobilise pour la réforme des retraites, qu'on n'est pas concerné, c'est parce qu'en fait la Macronie et tous ceux qui défendent cette réforme, quelque part ils ont peur. Ils ont peur pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils savent que si les jeunes se mobilisent, c'est une première clé de la victoire. On le sait, quand les jeunes se sont mobilisés, quand les universités ont été bloquées, quand les lycées ont été bloqués, quand on a eu des cortèges jeunes énormes dans les manifestations, et les choses pouvaient avancer, le gouvernement a eu peur, et il y a eu plein de textes qui ont été annulés, et des réformes qui ont échoué grâce à la mobilisation de la jeunesse. Et la deuxième chose, c'est parce que je pense que les macronistes, ils commencent à s'en rendre compte, mais la jeunesse, elle porte une autre vision de la société, et une autre vision du travail que celle de la Macronie. C'est pas qu'on veut pas travailler, c'est pas qu'on est contre le travail, et d'ailleurs il y a un étudiant aujourd'hui qui est obligé de travailler pour payer ses études, et souvent c'est des métiers qui sont difficiles, c'est travailler à pédaler tard le soir pour enrichir des multinationales comme Uber, c'est travailler dans des fast-foods comme McDo, donc les étudiants et les jeunes y travaillent, mais ils veulent travailler différemment, ils veulent trouver un travail qui a un sens, ils veulent revoir la valeur travail, et ils veulent pas simplement travailler dans un système productif à enrichir le capitalisme, à enrichir un système productif aussi de destruction de la nature. Donc les jeunes, ils ont vraiment une autre vision de la société. La Macronie, elle ne conçoit pas cette autre vision de la société. Pour elle, travailler, c'est produire. Travailler, c'est produire dans un système productif. Et ça, on le voit un petit peu sur tous les sujets. On le voit sur la réforme du RSA. Vous voulez toucher le RSA? D'accord, mais il faut le mériter, il faut travailler à côté. Vous voulez pouvoir faire des études? Ok, mais il faut également travailler à côté. Sinon, vous ne pouvez pas financer vos études parce que ça sera toujours plus cher. Il va y avoir une réforme des bourses qui va être menée et ça sera pas possible de faire ses études sans travailler. Vous voulez partir à la retraite, il faut travailler 2 ans de plus parce que ça se mérite, il faut travailler pour produire. C'est vraiment ça, le système macroniste, c'est ça la rhétorique de la Macronie. Et ça, c'est juste pas possible. A l'inverse, nous les jeunes, et puis je pense toutes et toutes ici, la NUPES et tous les partis de gauche, on sait qu'il y a un autre système qui est possible. Un autre système où la valeur travail, elle existerait, mais elle ne serait pas mise dans un système toujours plus productif. En fait, on sait que depuis la Seconde Guerre mondiale, normalement, le progrès social et les conquêtes sociales, ça a été de travailler moins. Parce que, pourquoi on peut travailler moins? Parce qu'on est de plus en plus productif. Notre valeur, notre production et nos gains de productivité, ils ont triplé, je crois, depuis les années 70-80. Donc on produit plus de richesses, et du coup, le sens de l'histoire, ça serait de pouvoir travailler moins, ça serait de pouvoir avoir plus de temps de vacances, des semaines plus courtes, et pouvoir partir à la retraite plus tôt. Mais là, pour la première fois, la Macronie, elle propose d'aller en arrière et de rétro-pédaler sur ça, puisqu'en fait, elle propose d'allonger de 2 ans la durée de travail, et du coup, ce qui serait plus que l'espérance de vie qu'on gagne, puisque je vous le rappelle, l'espérance de vie ne progresse plus en France depuis 2010. Donc voilà, c'est vraiment un peu ça la philosophie de la Macronie. Face à ça, nous la jeunesse, et puis toute la NUPES, on sait qu'il y a un autre système qui est possible. On sait que si on baisse le temps de travail, qu'on arrive à la semaine de 32 heures, on peut créer 300 000 emplois. On sait qu'on peut partager les richesses, et si on crée 300 000 emplois, c'est autant de cotisations pour nos retraites supplémentaires. On sait que si on partage les richesses, ne serait-ce que de 2%, c'est Oxfam qui avait calculé ça. Si on taxe les revenus de tout ce qui est actions et capital de seulement 2%, on pourrait financer notre système de retraite et trouver les milliards qui nous manquent. Donc on sait qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Cette réforme, pour les jeunes et pour tout le monde, en fait, on le voit, elle arrive dans un moment, dans une période qui est de plus en plus inégalitaire. Inégalitaire socialement, je l'ai dit, mais aussi inégalitaire sur l'aspect écologique. On le voit, on est dans une crise écologique de plus en plus forte, et face à cette crise écologique, ce sont les plus pauvres et les plus démunis qui déjà la subissent, et à côté de ça, ce sont les plus aisés qui sont les plus responsables. Et nous, on dit souvent en tant que jeunes et en tant qu'écologistes, en fait, la principale problématique, c'est la crise climatique, c'est l'urgence climatique. Évidemment, c'est vrai, aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on a en tête l'urgence climatique, qu'on est éco-anxieux, on a du mal à se projeter dans les années futures et on se dit, dans 40 ans, la planète, elle sera peut-être pas vivable, et ce sera peut-être des feux partout, il y aura plus de quoi boire, et du coup, à quoi bon se battre pour sa retraite?
Mais en fait, je pense que la jeunesse l'a compris, et c'est aussi le message qu'il faut porter, c'est que tout ça, c'est lié. Quand on regarde dans le détail, cette réforme, et je finirai là-dessus, elle est un non-sens écologique. Comme je le disais, le gouvernement et cette réforme, la philosophie de cette réforme, travailler 2 ans de plus, c'est travailler plus, c'est produire plus, mais c'est aussi extraire plus et donc polluer plus. C'est vraiment être dans un système de relancer la croissance, de relancer le système capitaliste et de relancer ce système qui est aussi quelque part destructeur de l'environnement et des systèmes naturels. Travailler plus, c'est aussi avoir moins de temps pour, par exemple, faire attention à l'écologie, c'est être obligé de prendre sa voiture, être obligé de prendre des transports qui sont malheureusement souvent polluants. Quand on travaille plus, on a moins le temps de faire attention à comment on consomme, de faire attention à comment on mange, et par exemple, on est obligé de manger plus de plats préparés ou des choses comme ça. Et en fait, c'est la valeur travail et tout ce système dans lequel on veut nous enfermer du travail productif et capitaliste nous empêche d'avoir un mode de vie écologique et nous empêche d'avoir un mode de consommation plus écologique, parce que consommer écolo, avoir un mode de vie écolo, ça demande du temps, et c'est ce temps libre-là justement que le gouvernement, que le capitalisme veut nous prendre et veut nous empêcher d'avoir. Donc voilà, pour finir, si on se bat contre cette réforme des retraites, c'est pour une question sociale, c'est pour tout le mal que ça va faire et toutes les injustices que ça va causer, c'est pour la question écologique, et finalement c'est quand ce même système en fait qui empêche ces 2 aspects de pouvoir progresser, qui est contre la question sociale et contre la question écologique, et c'est pour ça, contre ce système-là qu'on va se mobiliser. Moi je pense qu'on va réussir à gagner cette première bataille des retraites. On le voit, le gouvernement il est fébrile, les mobilisations elles vont continuer, le 7 mars il va y avoir du monde. On peut gagner cette réforme des retraites, mais il faut qu'on va se mobiliser. Si on arrive à ouvrir cette première brèche, ce sera la porte ouverte, une première défaite de la Macronie. Et ensuite, il faudra qu'on y aille, il faudra rester mobilisé, il faudra en profiter pour se battre ensuite, parce que ça sera un premier combat. On aura peut-être gagné sur les retraites, mais ensuite il y aura des combats sur la répartition des richesses, il y aura des combats sur la répartition du temps de travail, et il y aura évidemment des combats sur l'urgence climatique. Merci Clovis. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout, debout. La prochaine intervenante est donc Lydia Anipina, qui est donc féministe, qui est au nouveau parti anticapitaliste. Alors, les régressions sociales touchent généralement plus violemment les personnes les plus exploitées et opprimées. La nouvelle contre-réforme des retraites ne fait pas exception. Et les femmes font partie des mal lotis de cette société. En janvier, le 23 janvier, Franck Riester, donc le ministre, a avoué dans une interview donnée sur LCP que les femmes seraient évidemment, je cite, un peu pénalisées par le report de l'âge légal de départ à la retraite. Les femmes, en grande majorité, en moyenne, touchent actuellement une retraite de 40% inférieure à celle des hommes. Alors, salaire inégal, promotion inégale, profession féminisée et donc dévalorisée, travail à temps partiel, fractionné, congé de maternité, parental, de garde d'enfants malades, tout ce qu'on connaît habituellement, qui sont aussi des réflexes sociaux complètement intégrés dans la plupart des familles, en sont les raisons sociales. D'un autre côté, si on n'avait pas de congé de maternité, même les hommes politiques là, ils ne seraient pas là, hein, parce que si les femmes décidaient de ne plus faire d'enfants, ils n'auraient plus. Il faudrait trier. En supplément à tout ça, le gouvernement lui-même reconnaît que la réforme obligera les femmes à travailler 7 mois supplémentaires contre 5 pour les hommes en moyenne à cause du recul de l'âge de départ de la retraite de 62 à 64 ans. Environ 20% des femmes sont d'ores et déjà obligées de travailler jusqu'à 67 ans pour éviter la décote contre environ 10% des hommes. En augmentant la durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein, cela va mécaniquement augmenter le nombre de personnes obligées de travailler jusqu'à 67 ans. Parmi elles, majoritairement des femmes.
et tous les salariés et toutes les salariées qui sont particulièrement touchés par la précarité. Les immigrés, les racisés, les LGBT, toutes les minorités en fait qui sont un peu plus exploitées, plus opprimées dans la société. Concernant la pénibilité, alors sa reconnaissance était déjà lamentable, mais elle est encore plus mal évaluée et prise en compte pour les emplois les plus féminisés. On se rappelle que pendant l'épidémie du Covid, bon, il y avait tous les soignants, il y avait tous les invisibles, comme on les a appelés à l'époque, qui sont devenus visibles. Visibles et corvéables à merci, corvéables à jamais. À l'époque, c'est à l'époque comme ça, mais c'est encore toujours aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus invisibles. Elles ne sont plus visibles, elles sont devenues invisibles, en particulier quand on revendique de meilleures conditions de travail. Et on sait qu'aujourd'hui, elles ne cessent de se dégrader, en particulier dans ces fonctions qui étaient devenues visibles. Ceux et celles, surtout celles, qui touchent de très bas salaires, ont des horaires découpés et sont partagés souvent entre plusieurs employeurs. Donc on les a applaudis, tout le monde les a applaudis, hein, mais après, reste la grève, reste la lutte. Il n'y a que ça, ce n'est pas les applaudissements. L'enjeu est essentiel, et pas seulement pour nos retraites, mais aussi pour mettre un coup d'arrêt à la politique dévastatrice du gouvernement, pour que les emplois socialement utiles soient reconnus et revalorisés. Il s'agit de choix de société essentiels, qui concernent l'ensemble de la population, et ont des conséquences en premier lieu sur les femmes. Alors je m'adresse à vous les hommes. Nous ne sommes pas contre vous, les femmes ne sont pas contre vous, mais avec vous. Et nous vous appelons à être avec nous, et pas seulement pour la forme. Nous sommes contre cette société qui maintient et cultive l'infériorité sociale des femmes. Cette discrimination sert le libéralisme et le capitalisme contre lequel nous tous luttons. La retraite inégale, après le salaire inégal, après le travail fractionné, interrompu, imposé, non reconnu, est une conséquence logique de ce modèle de société. Nous ne pouvons rien en attendre sans lutte. Alors dites haut et fort, tous, que vous êtes féministes, antisexistes, comme vous êtes antiracistes et anticapitalistes. Il faut être convaincu que l'émancipation, la libération des uns ne pourra se faire sans celle des unes et de tous les opprimés. Tant qu'il subsistera des inégalités sociales, des inégalités de droits, personne ne sera libre. Il aurait été bien que la grande grève que nous attendons et que nous espérons massive, qui a lieu donc le 7 mars, elle aurait pu avoir lieu aussi le 8 mars, mais ça c'est mon avis personnel, avec un cortège de femmes en tête, et un cortège de femmes qui regrouperait tous les syndicats, tous les partis, toutes les associations, qui se battraient donc tous et tous ensemble pour un salaire égal, à travail égal et une retraite égale. Et bien sûr, 37 années et 60 ans. 37 années et demie et 60 ans. Le 8 mars, c'est la journée internationale des luttes de femmes. C'est une journée de lutte qui doit être autant célébrée et fêtée que le 1er mai, fête des travailleurs. Alors les femmes n'ont pas besoin de recevoir des fleurs, on peut en recevoir, hein, ça fait plaisir, hein. Ça c'est pour la tendresse, quoi. Mais ce qu'on veut surtout, c'est une meilleure condition de travail, une reconnaissance du travail qu'on fournit. Toutes ces questions sont au cœur et seront présentes lors du 8 mars et de la grève féminine du 8 mars, qui est portée par les syndicats, par les associations, les organisations politiques et les coordinations féministes. Alors, pour une retraite digne de ce nom, femmes en première ligne et femmes en lutte. Alors, comme Lydia le disait concernant les salariés de la santé et de l'action sociale, ils ont été applaudis pendant le Covid. Et aujourd'hui, on les a un peu oubliés et on veut les faire travailler encore plus longtemps. Donc Denis Gillet du syndicat CGT, secrétaire général du syndicat CGT, USD Santé et Action Sociale. Alors, avec ce projet de réforme de retraite, c'est un nouveau coup dur qui est porté aux professionnels des champs de la santé et de l'action sociale, que je représente ici en tant que secrétaire départemental de la CGT Santé des Vosges. Donc je m'appelle Denis Gillet.
Donc depuis plusieurs années, les crises en fait se succèdent à un rythme totalement effréné dans nos champs. Petit à petit, étape par étape, le système capitaliste détruit le système de solidarité qu'est la sécurité sociale chère à Ambroise Croizat. Et son célèbre « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». Depuis 70 ans, réforme après réforme, la case est en marche. L'objectif est de diminuer les dépenses liées à la santé, au handicap, au grand âge, de demander aux particuliers, à vous, à moi, à nous, de participer à leurs dépenses de santé et de poursuivre surtout le processus de transfert d'un maximum d'activités du secteur public de la santé et de l'action sociale vers le privé lucratif, pour défendre l'intérêt d'actionnaires qui se gavent au détriment de l'intérêt général. Donc, après les salaires de misère, les conditions de travail et d'exercice indignes, le manque de moyens humains, matériels, financiers, l'absence de considération, les applaudissements à 20h n'ont pas suffi en pleine crise Covid. L'étranglement financier des établissements, le virage vers l'ambulatoire qui a fait fermer 71 000 lits sous Sarkozy, Hollande, Macron, et donc voici donc la cerise sur le gâteau, cette honteuse réforme de retraite voulue par Borne et Macron. Et ces années de travail supplémentaires, de remise en cause de la pénibilité de nos métiers, du soin et des prises en charge des plus fragiles, et l'allongement des cotisations. Ça suffit. Les conséquences de ce nouveau coup sera probablement de porter l'estocade aux envies des futurs postulants à ces métiers de la santé et de l'action sociale. Dans un métier, je fais suite à madame, féminisé à 82% à l'hôpital public. Qui aura envie et qui sera volontaire de venir travailler à des âges indus comme ça? Les femmes, de par leur carrière modifiée, avec les temps partiels, avec les enfants, subissent déjà des décotes sur leur pension de retraite délivrée par la CNRACL, caisse de retraite des hospitaliers, des professionnels de l'hôpital public. Le service public de la santé et de l'action sociale est un bien commun qui est précieux et qui doit être protégé pour les générations futures en soutenant activement les personnels. La CGT, elle oppose, elle exprime une opposition ferme à l'allongement de l'âge légal au départ à la retraite. Nous estimons que cela pénalisera gravement les travailleurs et les travailleuses de nos champs qui exercent des métiers pénibles. Nous revendiquons la reconnaissance de la pénibilité qui doit permettre un départ anticipé à la retraite à 55 ans dans le champ de la santé et de l'action sociale. En effet, aucun bien, comme bien d'autres travaillent dans ce pays, les sacrifices faits par tous les acteurs pour assurer la santé et le bien-être doivent être reconnus. La CGT soutient massivement les mobilisations. La CGT Santé soutient massivement les mobilisations qu'on conduit à 5 reprises. Est-ce qu'on se rend compte, à 5 reprises, plusieurs millions de citoyens dans la rue, et nous souhaitons gagner le retrait immédiat de ce projet. Donc non au départ à la retraite à 64 ans, non à la décote, non à l'allongement des cotisations, oui à la retraite à 60 ans, oui à la reconnaissance de la pénibilité pour des métiers à 55 ans, oui à l'égalité salariale homme-femme, oui à la revalorisation du minimum vieillesse, oui à l'augmentation des salaires et des pensions, oui à la prise en compte des années d'études pour le calcul des indemnités dans les champs de la santé et de l'action sociale, oui à un taux de remplacement de 75% avec une pension minimum au niveau du SMIC CGT, à savoir 2 000 €. Des solutions existent, nous les développons largement. Citons par exemple l'augmentation des salaires, portée
l'augmentation du 5% du point d'indice pour les fonctionnaires, le développement de l'emploi, 100 000 emplois pour l'hôpital public, 200 000 emplois pour les EHPAD, 100 000 emplois pour l'action sociale. En finir avec les exonérations des cotisations sociales, mettre à contribution les revenus du capital. Les efforts ne peuvent pas être uniquement supportés par les travailleurs et les travailleuses de notre pays. Et surtout, la réduction du temps de travail hebdomadaire à 32 heures et la création d'emplois équivalents. Voilà. Faisons de la retraite une magnifique nouvelle étape de notre vie. Et pas un moment de galère, privé d'argent, de revenus, de projets, et privé de la santé surtout, comme on veut nous l'a proposé. Luttons ensemble pour le retrait immédiat de cette scandaleuse réforme. Merci. Alors, notre prochain intervenant est du syndicat Ravenel, donc l'hôpital psychiatrique de Mirecourt. Donc lui, il sait ce que c'est de la pénibilité aussi, il va nous en parler pour le domaine de la psychiatrie qui est plutôt mis à mal actuellement avec nombreuses fermetures d'hôpitaux psy, et notamment ceux des enfants. Alors, bonsoir à tous. Effectivement, mon camarade Denis a déjà dit beaucoup de choses sur la santé, effectivement. Donc, je vais essayer de ne pas être trop répétitif par rapport à tous les propos qu'il a déjà tenus. Mais il faut savoir que cette réforme des retraites est tellement néfaste et qui va à l'encontre des bases du soignant, qui est le prendre soin. La psychiatrie a toujours été le parent pauvre. Et maintenant, c'est le miséreux de la médecine. Il faut savoir que jusque 1995, les étudiants en psychiatrie étaient salariés et cotisaient à la CNRACL, la caisse de retraite des hospitaliers. Et elle est toujours excédentaire, cette caisse. Déjà à l'époque, le recrutement était très difficile en psychiatrie, dû à la pénibilité. Nos anciens collègues pouvaient partir à 55 ans avec 37,5 annuités de cotisation. Aujourd'hui, 30 ans après, moi qui suis arrivé en 88, Denis en 87, en psychiatrie, on peut confirmer qu'un grand nombre d'entre nous, face à la détresse du patient, ça fatigue le psychisme des soignants, et ceux qui travaillent en 3 à 8 sont épuisés. Depuis 2 ans, la CGT Ravenel a convaincu la direction du centre hospitalier de Ravenel de proposer des bourses d'études dès le début de la 2e année. À ce jour, d'autres hôpitaux ont emboîté le pas, mais nos revendications et nos luttes doivent être l'embauche des étudiants salariés en grand nombre pour qu'ils cotisent à la SNRACL et à la possibilité de partir à 55 ans. Que les métiers du soin en psychiatrie soient de nouveau attractifs, que la pénibilité soit reconnue. Pour qu'elle soit reconnue, il faut revaloriser tous les salaires des métiers en psychiatrie, mais surtout qu'il y ait des humains face aux patients et que l'on puisse rouvrir les structures de psychiatrie fermées. En tout cas, sur les Vosges, il y en a eu quelques-unes. Et ce qui est important, c'est le recrutement aussi des médecins, bien sûr des soignants paramédicaux, des administratifs, parce qu'on en manque dans tous les secteurs des métiers de la psychiatrie. Actuellement, sur les Vosges, l'établissement de Ravenel, il n'y a que 303 infirmiers. Sur tout le département, sur toutes les structures des Vosges. Pour faire correctement de la prévention, il faudrait une centaine d'infirmiers supplémentaires qui éviteraient effectivement les hospitalisations, les crises que les familles doivent gérer en famille parce qu'il n'y a plus assez de professionnels, plus assez de lits
en psychiatrie dans les Vosges. Et bien sûr, plus de salariés en psychiatrie, c'est plus de cotisations pour la retraite. Comme vous tous, et comme ça a été dit par l'intervenant écologiste, nous souhaiterions que les 42 milliardaires soient taxés à hauteur de 2%. Ça ne leur ferait ni chaud, ni froid, puisque leur fortune augmente bien plus chaque année. Une des solutions pour trouver les 12 milliards d'euros qui manquent au régime des retraites. Donc, voilà, je ne vais pas en parler plus, parce qu'il y a plus d'intervenants qui arrivent, et sur la santé, réellement, et la psychiatrie dans les Vosges est en crise. Et on a besoin de bien plus de salariés. C'est grâce au nombre de salariés on va réellement augmenter nos cotisations et que les pensions soient revalorisées et que tout le monde ait à mieux vivre dans ce département et en France. Voilà. La prochaine intervenante est Christine Poupin, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Elle est militante pour le féministe aussi et pour le climat. Bonsoir à toutes et tous et d'abord merci pour ce meeting unitaire parce que c'est vrai qu'on est dans une situation dans laquelle on a à la fois terriblement besoin d'unité et terriblement besoin de débat. Alors je crois que c'est un secret pour personne et qu'on est tous bien convaincus qu'en fait cette contre-réforme c'est une sorte de concentré, je dirais même de ramassis de ce qu'est la politique de Macron, à la fois sexiste, ça a été dit, à la fois productiviste, ça a été dit, libéral, brutal, bref, capitaliste. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le fait que cette réforme n'est pas nécessaire. Mais alors pourquoi il le faut? Voilà. Et moi, je voudrais insister sur deux raisons. Une première raison qui est leur obsession, je dirais, de fragiliser les salariés, de détruire leur capacité de résistance. Ça a été dit, reculer l'âge de la retraite, c'est évidemment augmenter le chômage et c'est donc augmenter cette capacité de faire pression sur les salariés. Et il y a quand même un point commun entre cette contre-réforme, mais aussi la contre-réforme de l'assurance chômage qui a réduit la durée d'indemnisation, sans oublier la contre-réforme sur l'apprentissage ou sur les lycées professionnels qui là touchent directement la mise au travail des plus jeunes. Mais il faut aussi regarder du côté d'un autre projet de loi en préparation, le projet de loi Darmanin, qui prétend faire le tri entre les bons et les mauvais étrangers. Alors les bons, les gentils, comme ils disent, étant ceux qui peuvent travailler dans ce qu'on appelle pudiquement, vous savez, des métiers en tension. C'est-à-dire carrément les métiers les plus pénibles, les plus difficiles. Et on a là une véritable immigration jetable, corvéable, exploitable à merci dans ces métiers-là, qui sont aussi, rappelons-le, ceux qui sont le plus exposés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Et qui, parce qu'ils auront aussi beaucoup de précarité, n'accéderont pas à une retraite. Il y a donc une sorte de cohérence dans l'ensemble de ces contre-réformes et c'est extrêmement important de le voir. Et puis, il y a autre chose derrière cette retraite, je pense profondément, on a dit que c'était projet de société contre projet de société. En vrai, ils ne supportent absolument pas, même pas l'idée qu'on puisse être payé à rien faire ou à faire juste ce qu'on a choisi de faire, juste ce qu'on a décidé de faire. Et il faut assumer de dire que nous, on défend exactement l'inverse, qu'en fait, nous, on défend le droit au temps libre, le droit à profiter de la vie, le droit à une période de la vie la plus longue possible et dans les meilleures conditions de possible où on échappe au travail et à l'exploitation. Et toutes les histoires discutables sur l'allongement de la durée de la vie nous sert comme une évidence que puisqu'on vit plus vieux, parce qu'il y a à vérifier, et plus vieille, il faudrait travailler plus longtemps. Mais pourquoi? Mais de quel droit
pourquoi il nous piquerait nos améliorations de santé? Juste, c'est n'importe quoi, voilà. Bon. Donc, évidemment, on est tous d'accord, il faut battre cette contre-réforme. On veut ni le recul de l'âge de la retraite, ni l'allongement de la durée de cotisation, ni la baisse des pensions. Et au-delà de battre cette contre-réforme, en fait, on veut aussi, et on en a besoin, d'annuler toutes les contre-réformes précédentes concernant la retraite, parce qu'on en a quand même mangé un certain nombre qui ont, de fait, détruit, je dirais, d'une certaine manière, l'espoir d'une vraie retraite. Et c'est ça qui explique que dans la jeunesse, il y a toute une partie des jeunes qui pensent qu'en fait, ils n'y auront même pas droit, parce qu'au fur et à mesure que la retraite risque de s'approcher, elle s'éloignerait, vous savez, un peu comme ces mirages dans le désert. Voilà, donc il faut avoir une retraite pleine et entière à 60 ans, il faut l'égalité, il faut donc le retour aux 37 annuités et demie, et dans ces annuités, il faut inclure évidemment non seulement les périodes de travail salarié, mais aussi toutes les périodes pendant lesquelles on ne peut pas travailler, on est empêché de travailler, que ce soit à cause du chômage, de la maladie, etc. Et il faut bien évidemment inclure les années d'études et de formation à partir de 18 ans. Et puis oui, il faut la retraite à 55 ans pour tous les métiers pénibles, et en insistant bien évidemment sur le fait qu'on ne veut pas de cette définition sexiste de ce qu'est la pénibilité, qui ne reconnaît pas la pénibilité des métiers majoritairement faits par les femmes, comme si une charge lourde, c'était plus une charge lourde quand on est aide à domicile et qu'il s'agit de porter toute seule, parce que souvent c'est le cas, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Donc oui, nous, notre projet de société, c'est oui, de travailler moins longtemps par jour, moins longtemps par semaine, et moins longtemps tout au long de la vie. C'est de partager le travail pour travailler toutes et tous, mais aussi pour travailler moins durement et pour travailler utilement. On défend un autre projet de société qui est à la fois écologique et social, de travailler et de produire utilement et pour satisfaire les besoins, pas pour produire toujours plus, qui est en fait produire toujours plus de profit. Voilà, on le dit, on le répète, on ne veut pas perdre sa vie à la gagner, on ne veut pas perdre nos vies pour leur profit. Et puis il y a un autre enjeu très important dans cette lutte, qui est un enjeu sur la question de l'extrême droite, parce qu'on sait que l'extrême droite est toujours en embuscade, et on sait que si on perd, l'extrême droite, en fait, elle fait sa pelote, elle fait son miel sur ces colères qui n'ont pas d'alternative, qui n'ont pas de perspective émancipatrice. Alors, dans notre lutte pour défendre le droit à la retraite, il y a toutes les valeurs qui sont à l'inverse, le strict opposé de ce qu'est l'idéologie de l'extrême droite. Il y a la solidarité du salaire socialisé, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a la lutte contre toutes les discriminations, et puis il y a la lutte pour le temps libre, de l'épanouissement, contre le travail contraint et la consommation forcée. Donc notre lutte pour le droit à la retraite, c'est aussi une lutte antifasciste et contre la fascisation de la société. Alors jusque-là, c'est vrai que ça a déjà été dit, la mobilisation est extraordinaire. On a fait des manifs extraordinaires. On a une opposition qui est de plus en plus forte, et quasiment chaque fois qu'un membre du gouvernement ouvre la bouche, l'opposition à la contre-réforme augmente. On sait tout ça, on en est fiers, mais on sait aussi que ce n'est pas suffisant. On sait que la marche est haute. Macron et Borne clament sur tous les toits et sur toutes les chaînes qu'ils ne céderont pas. Et donc, il faut arriver à provoquer une véritable crise politique qui les oblige à céder, qui bloque ce gouvernement. Et pour ça, on voit bien que nos manifestations, même énormes, même magnifiques, en fait, elles ne suffisent pas, et qu'on a besoin de la grève, qu'on a besoin de bloquer complètement le pays. Alors on a des rendez-vous devant nous à partir du 7 mars, et puis le 8, et puis le 9 avec l'appel des organisations de jeunesse.
Alors le mardi 7, l'intersyndicale appelle à mettre tout à l'arrêt, à bloquer le pays, et effectivement c'est à ce niveau-là qu'il faut se hisser. Et moi j'ai aucun doute sur le fait qu'on y arrivera et que effectivement le 7, l'ensemble du pays sera bloqué. Mais on a aussi un enjeu, et ça a déjà été exprimé, de faire le lien avec la grève féministe du 8 mars, parce que les femmes sont les premières concernées, comme tu l'as très bien expliqué, parce que quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête, comme on le dit en préparant la grève féministe, mais aussi pour des raisons profondes et aussi des raisons historiques. Il y a bien longtemps, en 1917, en Russie, on en parle en parlant de la révolution d'octobre. Mais elle n'a pas commencé en octobre. Elle a commencé le 23 février. Et le 23 février, en fait, c'est le 8 mars. Et c'était une extraordinaire manifestation, mobilisation de femmes dans le centre-ville de Petrograd pour réclamer du pain. Il y a plus près de nous, en 95, la grande grève générale de 1995 a débuté avec cette très grande manifestation féministe à Paris pour les droits des femmes le 25 novembre. Voilà. Et puis le 9, je ne reviens pas sur l'importance et la place de la mobilisation de la jeunesse. Donc voilà, on a devant nous des vraies perspectives. Et d'ici là, il n'y a pas de temps mort, d'ici là, il y a juste du temps à mettre à profit pour faire une chose et une seule chose, convaincre, convaincre, convaincre. Alors, moins convaincre que du fait que cette réforme, c'est une saloperie. Bon, parce que ça, c'est quand même assez acquis. Non, ce dont il faut arriver à convaincre, ce dont il faut arriver à se convaincre, c'est qu'on peut gagner. C'est qu'on n'est pas en train de se mobiliser pour témoigner, pour dire qu'on est en colère, et puis basta. Non, on est en train de se mobiliser parce qu'on se bat pour gagner. Voilà, parce que l'histoire, elle n'est pas écrite, parce qu'il n'y a pas de fatalité, parce qu'on n'est pas condamné à enregistrer recul après recul. Et donc, il faut s'organiser pour cela. Il faut être convaincu que la grève, elle n'est pas réservée à quelques secteurs qui auraient la capacité de bloquer l'économie. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de secteurs qui, dans les transports, dans le pétrole, qui appellent à la grève reconductible à partir du 7 mars. Mais si on veut gagner, on ne peut pas laisser quelques secteurs seuls dans la grève reconductible. C'est vrai que les cheminots, les éboueurs, les raffineurs, ils ont un pouvoir bloquant qui se voit, c'est plus visible que les autres. Mais isolés, ils ne pourront pas tenir. Voilà. Et il faut se convaincre aussi qu'aucune de nous n'est inutile. Enfin, franchement, vous pensez que sinon, ils nous paieraient à rien faire? Parce que si notre travail ne servait à rien, ils nous paieraient quand même. Franchement, même pas en rêve. Bon. Donc, chacune a sa place. Tout le monde doit prendre sa place et sa part pour gagner. Et puis, je voudrais insister sur une autre chose. C'est que dans la grève, ce qui est important, c'est évidemment ce qu'on ne fait pas, le travail qui s'arrête et ce qui se bloque. Mais ce qui est important, c'est ce que ça permet de faire. C'est ce que ce temps libéré par la grève nous permet de faire. Les liens qu'on construit, les discussions, la solidarité, l'auto-organisation, la conscience de sa propre force. Et chacune d'entre nous qui a vécu une grève un peu longue, l'occupation des ronds-points dans un hiver où il faisait vraiment pas chaud et où il s'est passé des trucs assez extraordinaires. Celles ou ceux qui ont participé à des combats contre ce qu'on appelle les grands projets inutiles. Je sais que vous en avez ici aussi pas mal, mais je pense à Notre-Dame-des-Landes, qui est plus dans ma région. Voilà. Quand on a ce cadre, ce collectif, cette lutte, tout et tous ensemble, là, on s'aperçoit que de grandes choses sont possibles et que la grève reconductible, là, effectivement, elle est possible. Et donc, on peut réfléchir aussi, en plus de la grève, à tous les blocages, à tout ce qui peut, toutes les activités qui peuvent se dérouler par quartier, par bassin d'emploi, qu'on peut, tout ce qui peut participer à rendre
la grève et la mobilisation visible. Tout ce qui fait que c'est pas comme d'habitude. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui manifeste cette volonté qui vient d'en bas, qui vient de notre force collective de se battre pour effectivement gagner. Voilà. Et donc l'enjeu, c'est effectivement de transformer toutes celles et ceux qui refusent cette réforme, en fait, en acteurs et en actrices de la résistance. Et c'est dans ce mouvement-là qu'on pourra aller plus loin, contre Macron et son monde. Parce que c'est vrai que dans cette mobilisation, et c'est là-dessus qu'ils jouent, hein, c'est Macron et son gouvernement, en fait, ils mettent en jeu la suite du quinquennat. Voilà, je suis tellement sûre. On a donné, ça suffit, hein. Je suis tellement sûre, voilà, que je roule les mécaniques. Eh ben, chiche. Nous, on veut et le retrait de la réforme, mais aussi, on veut se débarrasser de Macron. Parce qu'on sait que si on le laisse faire, il ne s'arrêtera pas. Sur la question des retraites. Voilà. Et on veut que Macron dégage. Et là, c'est vraiment la responsabilité de tout ce que nous, au NPA, on appelle la gauche de combat, c'est-à-dire la gauche politique, mais aussi syndicale, mais aussi les militants et les militantes de tous les mouvements écologistes, féministes, antiracistes, tous celles et ceux qui se battent en fait pour plus de justice, plus d'égalité, plus d'émancipation. Voilà. C'est à nous toutes et nous tous, et on a cette responsabilité, pas seulement de mettre, évidemment, d'abord et avant tout, de mettre toutes nos forces pour gagner, pour battre cette contre-réforme, mais aussi, notre responsabilité, toutes et tous ensemble, c'est de construire une perspective, de reconstruire un espoir, de reconstruire une vision et un projet qui soit à la fois anticapitaliste, émancipateur, féministe, écologiste, solidaire, parce qu'on sait bien dans le fond de nous-mêmes qu'un autre monde est possible, mais ce ne sera qu'à nous toutes et à nous tous, toutes et tous ensemble, qu'on le rendra cet autre monde possible, enfin réel. Voilà, c'est le moment d'y aller, on a cette possibilité et c'est une occasion qu'il ne faut pas manquer. Borne, tu dérailles. Je dis que borne, tu dérailles. Ça, c'est la chanson des cheminots qu'ils ont chantée à une précédente réforme qui les concernait. Mais c'est une chanson qu'on peut chanter aujourd'hui. Les cheminots étaient la locomotive de la lutte de la précédente tentative de réforme des retraites. Et ce soir, c'est Yavuz Özbek, secrétaire, enfin pas secrétaire, mais représentant des syndicats des cheminots, qui va parler pour les cheminots. Bonsoir à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, chers camarades. Comme la CGT cheminot l'a toujours dit, depuis le début de ce combat, il faut impérativement hausser le ton, intensifier l'action et élargir la lutte. Les cheminotes et les cheminots de l'entreprise publique SNCF, comme des entreprises ferroviaires privées, ont un rôle important à jouer dans ce conflit interprofessionnel. Ils prendront donc toutes leurs responsabilités, comme ils ont su le faire dans chaque conflit majeur, notamment ceux liés aux réformes régressives sur les retraites. Les cheminotes et les cheminots sont toutes et tous pleinement touchés, quel que soit leur régime d'affiliation, régime général ou spécial. En faisant grève, nous avons un vrai pouvoir sur l'économie. Et que ça se voit ou non, peu importe où on travaille, à partir du moment où on produit et qu'on arrête de produire, forcément, le capital, il le ressent. C'est ce niveau de pression qui sera nécessaire pour faire reculer le gouvernement. Il convient donc maintenant d'envisager la grève sous une forme reconductible, afin de répondre à l'appel de l'intersyndicat professionnel qui met en perspective le 7 mars prochain afin de mettre la France à l'arrêt. Sachant que les cheminots seront mobilisés le 7 et le 8 mars,
pour commencer, et après c'est bien les âgés qui sont souverains de la reconduction. Mais pour les cheminots, la question n'est pas que là. Il est nécessaire d'aborder les régimes spéciaux qui sont en fait des régimes pionniers. Pour les cheminots, il a été créé en 1920, tenant compte de la pénibilité et le manque d'attractivité des métiers du ferroviaire, alors même que les entreprises étaient encore privées. C'est la faillite de ces mêmes entreprises qui verra la création de la Société nationale des chemins de fer, la SNCF, en 1938, un service public unique et intégré. Le capital au pouvoir s'astreindra de réforme en réforme à le détruire. C'est la mauvaise réforme du ferroviaire de 2018, écrite par et pour le patronat, soutenue à la fois par de nombreux partis politiques. Pour exemple, dans les Vosges, sans surprise, les députés de droite Christophe Negelen, Gérard Cherpion, Stéphane Viry ont voté pour. Et le député Jean-Jacques Gaultier s'était abstenu, mais pas que. Ainsi que certaines organisations syndicales, ce qui a mis fin au recrutement au statut et par la même occasion, la mort à petit feu de notre régime spécial. D'abord, rappelons que dans les années 2000, le régime spécial des cheminots était à l'équilibre, suite à la mise en place des 35 heures et les 30 000 emplois qui en ont suivi. Ensuite, les politiques menées continuent et amplifient la réduction des embauches au sein de la SNCF, ce qui accélère le déséquilibre entre les cheminots actifs et les cheminots retraités. Ce déséquilibre est financé par l'État aujourd'hui. Et pourquoi il ne faut pas supprimer le régime spécial? Parce que les pensions des retraités cheminots devront tout de même être financées. Et c'est les salariés du régime général qui devra le financer en lieu et place de l'État. Alors qu'au contraire, le retour des embauches à statut permettrait au fil des années de le résorber à un taux de financement différent et garantir un service public au service du public 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour vous donner quelques explications, le taux de cotisation du régime spécial des cheminots salarial et patronal, c'est 47,94% de cotisation. Alors qu'au régime général, c'est environ 15%. Si vous avez déjà tous entendu parler de la pénurie des candidats pour les emplois à la SNCF, que ce soit à la conduite, en gare, derrière un guichet, etc., il faut aussi mesurer l'impact sur la qualité du service rendu aux usagers et la non-réponse aux besoins. Si on crée 1000 emplois hors statut, c'est 731 millions de cotisations qui vont dans nos caisses. Si on crée ces mêmes 1000 emplois au statut, cette fois c'est 23,27 millions qui vont dans nos caisses. Et avec l'intégration des 35 000 cheminots contractuels qui sont rattachés au régime général en ce moment, si on les rebasculait dans le régime spécial, comme le revendique la CGT des cheminots, c'est 818 millions de cotisations supplémentaires dans nos caisses. À la CGT des cheminots, nous continuons à porter la réouverture du régime spécial et son extension à tous les cheminots de la branche ferroviaire, avec un retour au départ à la retraite à 50 et 55 ans. Nous serons donc bien mobilisés et en grève encore le 7 mars prochain, et il est nécessaire de durcir le mouvement pour toucher le capital au portefeuille et leur imposer collectivement le partage des richesses. Merci, Eka. Merci à vous. Donc, notre prochain intervenant est donc Xavier Verza, qui est de ATD Carmonde. Merci et bonsoir. ATD Carmonde, c'est Agir tous pour la dignité. Un mouvement qui, depuis 70 ans, rejoint les personnes vivant la grande exclusion pour agir à leur côté et avec elles, pour qu'elles puissent vivre dans la dignité et sur une terre habitable. C'est une organisation présente dans 30 pays et qui est apartisane et qui n'est liée à aucun mouvement politique ou syndical. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'oppose à la réforme des retraites? Il y a de multiples raisons qui ont été énoncées. Pourquoi ajouter des injustices à un système profondément injuste qui fait que les personnes aux trajectoires hachées, au parcours de travail morcelé, le plus souvent arrivent à l'âge de 55 ou 60 ans, quand elles y arrivent, réduites à rester aux minima sociaux. Mais c'est à autre chose qu'elles aspirent, ces personnes.
à vivre dans la dignité. Aujourd'hui, l'âge légal de la retraite pour les personnes en grande pauvreté, c'est 65 ans. Ça peut surprendre, mais en fait, pour toucher l'allocation de solidarité avec les personnes âgées, qui s'élève à 960 €, et sortir d'un RSA à 590 €, il faut avoir 65 ans. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut se résoudre, même si on s'y est pris 1 an à l'avance, qu'on a fait tous les papiers, à rester 1 à 2 mois sans rien. Et ce montant perdu ne sera jamais récupéré. Je dis ça parce que, voilà, parmi les injustices qui sont présentes dans notre système de retraite, il y a aussi celle-là. Donc, les personnes qui sont dans la pauvreté n'ont pas forcément la disponibilité pour marcher à vos côtés dans les rues ou pour se présenter publiquement. Et quelquefois, elles peuvent en avoir des retours négatifs. Ah oui, non, mais lui, il ferait mieux de s'occuper de soi plutôt que de manifester. Mais aujourd'hui, c'est une injustice rajoutée à d'autres injustices. J'en mentionne juste 2. La loi Berger-Kasbarian qui prévoit la criminalisation des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer. Il prévoit des peines de prison et une augmentation des amendes et accélère le processus d'expulsion, va augmenter le nombre d'expulsions, ou encore le processus du RSA conditionné, qui veut dire que, par exemple, comme une personne que j'ai croisée il y a quelques jours dans cette ville me le disait, j'ai 59 ans, je ne peux pas trouver de boulot, et en fait, on me demande de faire des heures de ménage pour garder un RSA à 590 €. Donc voilà, c'est pour cette raison que le mouvement ATD Quart Monde s'oppose à cette réforme. Merci beaucoup. Oui. Nous allons accueillir Léon Desfontaines, qui est secrétaire général du mouvement des jeunes communistes et porte-parole de Fabien Roussel. Bien, bonjour à toutes et tous, c'est avec un immense plaisir que je me présente à vous ce soir. Tout d'abord, avant de commencer mon discours, je souhaiterais remercier et féliciter la cheville ouvrière de ce mouvement, l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des syndicats. Bravo à vous, merci à vous, vous nous montrez le chemin. Et grâce à vous, enfin nous relevons la tête. Enfin nous relevons la tête. Lorsque je préparais ce discours dans le train qui m'a amené ici, je pensais à une discussion qui m'a profondément marqué dans ma jeunesse. C'était, qui a probablement d'ailleurs suscité mon engagement politique par la suite, c'était à Amiens, dans ma ville natale, avec un ouvrier d'une entreprise qui malheureusement n'existe plus à Amiens. C'était l'usine Goodyear, que vous avez probablement toutes et tous entendu parler. C'était un ouvrier de 50 ans qui avait perdu un doigt dans les machines et qui me disait la dureté de ce travail. Et qui me disait que déjà, lui, avec sa situation-là, il ne pourrait bien évidemment pas aller jusqu'à 60 ans et que l'ensemble de ses camarades, la plupart du temps, n'y arrivaient pas. Je pensais aussi à mon père, fleuriste, qui se levait tous les matins à 4 h du matin pour aller à Rungis, aller chercher ses fleurs. Rungis, où Emmanuel Macron a fait un discours récemment, j'y reviendrai par la suite. Et je pensais aussi à une collègue de Seboué, à l'époque où je travaillais dans la restauration rapide, qui avait 50 ans et qui passait la serpillière en dessous des tables et en dessut des meubles et qui avait des limbagos sur limbagos et qui avait juste 50 ans. Et ces gens-là, aujourd'hui, Emmanuel Macron veut nous faire travailler jusqu'à 64, 67 ans même, pour certains. Eh bien moi, ce que je leur dis, c'est qu'ils ne nous connaissent pas. Ces gens-là, ils sont déconnectés de nos réalités. Ils ne savent pas la dureté de notre travail. Ils ne savent pas qu'après une vie de dur labeur, nos agents d'entretien développent des maladies, développent de l'asthme. Ils ne savent pas que les ouvriers, à force de travailler, commencent à avoir les mains qui tremblent, qui commencent à avoir des maladies squelettiques, excusez-moi, c'est dur à dire. Ils ne savent pas que nous développons tout un tas de maladies et que la plupart d'entre nous, il faut se le dire, nous n'irons pas jusqu'à 64, nous n'irons pas jusqu'à 67 ans. Alors, quel est notre projet réellement? Quel est leur projet réellement? Leur projet, c'est de nous faire partir plus tard à la retraite, mais nous n'arriverons pas jusqu'à cotiser suffisamment d'années, et du coup, ce sont le montant de nos pensions de retraite qui vont être directement impactés. Alors, leur projet, on le connaît que trop bien, il y avait le projet
de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, eh bien, avec Emmanuel Macron, c'est travailler plus longtemps pour gagner moins. Voilà leur projet, voilà le projet que nous combattons. Et attention, et ça a été dit précédemment à de multiples reprises, attention à ce gouvernement qui aujourd'hui cherche à nous mettre en concurrence, nous les jeunes, avec les plus anciens. On a cette droite qui nous dit que cette réforme est nécessaire pour assurer la pérennité de notre système de retraite. Nous avons la première dame, la femme d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron, qui a fait le tour des plateaux télé, qui nous disait que si on faisait cette réforme, c'était pour nous assurer à nous, les jeunes, une réforme des retraites. Bon, ces interventions étaient remarquées à défaut d'être remarquables. Et de l'autre côté, on dit aux jeunes que si aujourd'hui on est dans la précarité, c'est parce que nos anciens seraient partis trop tôt à la retraite. Eh bien, aujourd'hui, ils essaient de nous diviser. Eh bien, nous leur rétorquons qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de répondre à cette division, c'est de défendre notre système de retraite. Parce que notre système de retraite, il pense tout le contraire. Notre système de retraite se base sur une solidarité entre les générations, une solidarité intergénérationnelle, avec un principe simple, ceux qui travaillent cotisent pour permettre à ceux qui ont cotisé toute leur vie de pouvoir partir à la retraite. Et la réforme aujourd'hui, telle qu'elle est proposée, elle s'attaque à cette solidarité. Aujourd'hui, ceux qui mettent à mal la solidarité entre les générations, ce n'est pas nous qui défendons notre système de retraite, ce sont eux au gouvernement, c'est Matignon, aujourd'hui, qui cherchent à nous mettre les uns contre les autres et qui cherchent à nous diviser pour pouvoir imposer cette retraite. Eh bien non, ils font face à un mur et aujourd'hui, les jeunes sont main dans la main avec les travailleurs, avec les retraités pour refuser cette réforme. Et oui, ce n'est pas une lutte entre les générations. Mais alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est finalement cette lutte? C'est une lutte des classes. C'est une lutte, d'un côté, entre ceux qui possèdent l'essentiel, ceux qui se gaffent toujours plus, qui nous demandent de faire toujours plus, et de l'autre, ceux qui vivent de la dignité de leur travail et qui demandent seulement, aujourd'hui, à être respectés et à pouvoir vivre dignement. Voilà le combat que nous menons. Et alors, en plus d'être injuste, cette réforme, elle est profondément injustifiable. Alors, on va faire preuve de pédagogie. On va faire preuve de bon sens, comme le demande le président de la République. Aujourd'hui, le Conseil d'orientation des retraites, qui est quand même plus communiste comme système, nous dit qu'il n'y a pas, aujourd'hui, urgence à réformer. Il nous dit que, potentiellement, lors de pires scénarios, il y aura un déficit à l'horizon de 2030 de notre système de retraite de 10 à 12 milliards d'euros. Très bien. Si nous prenons aujourd'hui uniquement, les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, qui par ailleurs favorisent la précarité, c'est 66 milliards d'euros. Bon, je ne suis pas Einstein, mais le calcul est vite fait. 66 milliards de l'autre, 12 milliards de l'autre. Eh bien aujourd'hui, l'argent, il faut le chercher là où elle est dans le capital. Et aujourd'hui, on a des entreprises du CAC 40 qui bénéficient de ces exonérations de cotisations sociales et qui reversent toujours plus à leurs actionnaires. Alors allons chercher l'argent là où elle existe, dans les cotisations sociales. Et finalement, au-delà de cette réforme des retraites, si on récapitule les 3 grandes réformes d'Emmanuel Macron, on a la réforme des retraites qui vise à nous faire travailler plus vieux. On a la réforme de l'apprentissage et du lycée professionnel qui vise à nous faire travailler plus jeunes. Et enfin, on a la réforme de l'assurance chômage qui vise à nous faire accepter n'importe quel emploi précaire. Emmanuel Macron nous vendait le libéralisme comme étant la modernité. Finalement, on le connaît bien ce système. C'est le retour au 19e siècle. Et c'est ce projet-là également que nous combattons. Et c'est un débat de société derrière. C'est un débat de société entre ceux qui proposent de travailler jusqu'à non plus pouvoir pour permettre à quelques-uns de s'enrichir, et de l'autre, celui de partager les richesses qui sont produites dans notre pays pour financer, en quelques mots, le droit au bonheur et les jours heureux. C'est ce projet-là que nous défendons aujourd'hui. Nous en avons besoin de cette réforme des retraites. Nous avons besoin de cette intersyndicale unie qui nous montre le chemin. Et cette bataille, on peut la gagner, comme ça a été dit, mais je dirais même on doit la gagner et on va la gagner. Car depuis quelques jours, je ne sais pas si vous le sentez, mais on sent un frémissement. En tout cas, nous le sentons. Il est en train de se passer quelque chose dans le pays. Depuis que la date du 7 mars, depuis qu'on a dit la France à l'arrêt, depuis que les syndicats nous ont dit on bloque le pays, on sent un frémissement. Et je vous le dis, depuis 2 semaines, nous, aux jeunes communistes, nous avons des centaines et des centaines de jeunes qui nous ont contactés, qui nous ont demandé comment s'organiser, comment se mobiliser sur nos lieux d'études. Et aujourd'hui,
nous leur disons que ces précédentes dates, ce n'était que le début. Et le gouvernement, aujourd'hui, il n'est pas prêt. Il ne s'attendait pas à la mobilisation qui est en train de se préparer, et notamment la mobilisation massive des jeunes le 7 mars. Et attendez-vous à nous voir, nombreux, jeunes et motivés, le 7 mars prochain. Nous répondrons présents à l'appel des syndicats. Ce frémissement, comme je vous l'ai dit, il est certes dans la mobilisation du 7 mars, dans la jeunesse, mais il se fait ressentir aussi du côté du gouvernement, du côté de la majorité présidentielle. Alors, malheureusement, on ne peut que le déplorer, nous le déplorons, nous n'avons pas pu voir ce qu'aurait donné un vote à l'Assemblée nationale. Peut-être, il faut le dire, que les députés de la majorité auraient perdu, ils ont perdu certains votes sur certains articles. Peut-être même, on le voyait petit à petit, à force de mettre la pression de la rue auprès des députés, la majorité n'aurait pas été là, bon, qu'importe. En tous les cas, aujourd'hui, la réforme, elle arrive au Sénat. Elle arrive au Sénat, et ça tombe bien. J'ai fait mes petites recherches quand même, malgré que ce soit mon premier déplacement à Épinal, dans les Vosges. J'ai fait mes petites recherches sur la politique dans les Vosges, et j'ai vu que vous aviez la malchance d'avoir 2 sénateurs de droite, un centriste UDI et un LR. Eh bien, aujourd'hui, je vais profiter de ce meeting pour leur dire, et disons-leur le 7 mars, qu'est-ce que vous allez voter, vous, au Sénat? Qu'est-ce que vous allez faire au Sénat? Parce que vous ne devez pas allégeance à Emmanuel Macron, vous ne devez rien à Emmanuel Macron. À ceux à qui vous devez rendre de décompte, ce sont les grands électeurs, et les grands électeurs, ce sont nous, c'est nous, le peuple. Et le peuple, pour le coup, il est unanime, il dit non à cette réforme des retraites. Alors faites attention à vous, les sénateurs, parce que votre poste est en jeu. Et aujourd'hui, ils ont les pétoches, aujourd'hui, ils ont peur de défendre cette réforme des retraites. Pour l'anecdote, j'étais sur BFM il y a une semaine et je devais débattre avec un député de La République En Marche. J'arrive sur le plateau, j'avais préparé mes interventions, mon argumentaire, tout était prêt, tout était carré, je me dis c'est bon, je vais me farcir un marcheur sur cette réforme des retraites, il ne pourra pas m'attaquer. J'arrive, chaise vide en face de moi, je reviens, je vois le programmateur après, je dis mais comment ça se fait que le député n'est pas venu? Il m'a dit bah, c'est simple, il a décommandé, j'ai appelé 4 autres députés, il n'y en a aucun qui veut venir défendre cette réforme des retraites. Même eux ils n'y croient plus, Et je dis, vu que je parle des parlementaires, attention à une chose, attention aux faux semblants. Ça a été évoqué précédemment. Attention à cette fausse opposition qu'est le Rassemblement national. Car, je ne sais pas si vous avez vu, ils défendent soi-disant la réforme à 60 ans, on leur demande comment ils le financent, ils ont une ligne dans leur programme, en fermant les frontières et en virant les migrants. Ok. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ferait mieux de les régulariser, les migrants, parce qu'ils travaillent aujourd'hui et ils ne cotisent pas. C'est autant de travailleurs aujourd'hui qui ne cotisent pas. Mais la réalité derrière cette fausse opposition qu'est le Rassemblement national, et il faut qu'on puisse le dire dans cette mobilisation, parce qu'ils se font passer pour une opposition à Emmanuel Macron, mais que nenni. Aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est le même projet libéral qu'Emmanuel Macron, avec la xénophobie en plus. Et ce projet-là, cette opposition-là, ce n'est pas une opposition, c'est au contraire une défense, une énième carte à jouer pour le capital, et nous la combattons dans la rue, comme nous combattons le gouvernement. Et donc, le 7 mars, le 7 mars, et je vais pas tarder à conclure, le 7 mars, soyons nombreux, allons chercher nos amis, allons chercher les membres de nos familles, allons chercher nos collègues, nos voisins, pour être plus en plus nombreux et que le 7 mars, on puisse déferler dans les rues. Et la question qu'on se pose, c'est après, et après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on continue jusqu'au retrait de la réforme. Et pour nous, les jeunes, la mobilisation ne fait que commencer. Nous étions 100 000 sur la première journée. Nous étions 150 000 sur la deuxième, 180 000 sur la troisième. Eh bien, continuons de rajeunir ces cortèges syndicaux. Prenons la relève. Allons dans nos lycées, dans nos universités, dans nos BTS, dans nos boîtes. Allons convaincre l'ensemble des jeunes qu'aujourd'hui, nous relevons la tête et que nous ferons reculer pas à pas ce gouvernement qui vise qu'à une seule chose, détruire notre modèle social. Alors, contactez-nous, contactez les jeunes communistes et organisez-vous avec nous. Plus on est nombreux le 7 mars, plus on arrivera à obtenir une victoire rapide. Et pourquoi pas aller un peu plus loin. Parce que, bien sûr, l'objectif, c'est le retrait de cette réforme. Mais quitte à faire, allons plus loin.
Allons plus loin, débattons d'un nouveau système de retraite qui nous permette de partir à 60 ans, avec 37,5 années d'annuité, parce que 60 ans, 137,5 c'est compliqué. Donc défendons cette retraite, et comment nous la financerons? Ils vont nous dire comment nous la financerons. Eh bien, il y a des pistes qui ont été évoquées. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, 5 milliards d'euros de cotisation en plus. Si demain on régularise l'ensemble des Deliveroo et Uber Eats, les travailleurs des plateformes, parce qu'aujourd'hui ils ne cotisent pas eux, c'est 1 milliard d'euros en plus dans le système de retraite. Si on augmente les salaires, ça a été évoqué, ça fait des cotisations en plus. Puis attaquons-nous à la racine du mal, le chômage. Ça a été évoqué, nous sommes dans une crise environnementale sans précédent. Eh bien nous disons que pour répondre à ce défi climatique, nous allons devoir en créer de l'emploi. Nous allons devoir créer de l'emploi dans nos services publics. Nous allons devoir créer de l'emploi dans la rénovation thermique des logements. Nous allons devoir créer de l'emploi, non pas dans ces projets inutiles, mais dans ces projets utiles qui permettent de développer le ferroviaire, dans les lignes à grande vitesse, dans l'énergie. Voilà où il est l'emploi qui doit être créé dans notre pays. Mais aussi pour retrouver notre souveraineté. On l'a vu pendant la pandémie. Vous le savez que trop bien ici dans les Vosges, à quel point notre industrie a été bradée aux quatre vents avec ce système libéral. Eh bien, recréons une industrie de pointe pour nous permettre non seulement de rapprocher la production de la consommation, mais aussi pour retrouver notre souveraineté nationale. Voilà les enjeux qui nous permettront d'engendrer tout un tas de richesses et toujours de mieux les répartir. Voilà le projet de société que nous défendons et qui nous permettra non seulement d'augmenter l'ensemble des pensions des retraites, mais de partir à la retraite à 60 ans. Alors, chers amis, chers camarades, faisons grandir les cortèges, car la victoire nous tend les bras. Merci à vous. Au revoir Clovis. Clovis est obligé de partir, il a un train. Merci Clovis. Donc maintenant, on va accueillir une jeune étudiante qui s'engage aussi dans la bataille de la réforme des retraites en ayant créé un syndicat au sein de l'Institut régional du travail et du travail social. Donc Ninon Jacquet, donc, qui représente Sud IRTS étudiants. Bonsoir à toutes et tous. Comme Sandra l'a dit, je suis Ninon, étudiante à l'IRTS de Nancy, l'institut qui forme les futurs travailleurs sociaux. L'IRTS a créé depuis quelques mois sa section syndicale Sud Solidaire nommée Sud IRTS 54 pour permettre aux étudiants d'être informés sur leurs droits et d'exprimer leurs problématiques et questionnements, mais aussi pour faire entrer dans la lutte des étudiants et étudiantes du secteur social et médico-social. Nos métiers étant l'intersectionnalité des problématiques, nous nous devons donc d'alerter les pouvoirs publics, d'abord sur le constat de nos conditions de vie difficiles en tant qu'étudiants, mais aussi sur la précarisation de nos futurs métiers ainsi que du manque de moyens financiers et humains dont nous disposons. J'aimerais vous exprimer ce soir le rejet massif des étudiants et étudiantes à l'égard de la réforme des retraites. Sud IRTS, comme l'intersyndicale présente à Nancy, s'est joint à la mobilisation de ce dernier mois et continuera à encourager le mouvement en contribuant à toutes les actions en cours. En effet, l'âge moyen pour un premier emploi stable chez les étudiants est de 27 ans. Travailler 43 annuités nous ferait alors partir à 70 ans pour espérer avoir une retraite digne. Cette réforme est d'autant plus injuste pour les femmes qui, nous le savons, sont surreprésentées dans les métiers du social et de la santé. Cette réforme sera plus injuste pour elles qui ont souvent des carrières hachées dues au congé maternel et parental. Il me semble qu'au contraire, partager le travail et atteindre l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pourrait déjà combler un déficit temporaire des projections du Conseil d'orientation des retraites. Le financement peut d'ailleurs également être retrouvé dans les caisses du patronat. C'est pour cela que Sud IRTS appelle les étudiants à se mobiliser pour la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, pour ainsi mettre en lumière l'attaque contre les femmes travailleuses que représente cette réforme. Les étudiants de l'IRTS, en stage pendant plus de la moitié de leurs études, sont également des travailleurs qui vivent la réalité du terrain. Nous connaissons donc les conditions difficiles de nos métiers, comme les horaires décalés, travailler les week-ends, les jours fériés, mais aussi les difficultés qui viennent du manque de valorisation de nos métiers et de nos conditions de travail. En effet, le manque de moyens et d'effectifs dans les services peu nombreux par rapport aux personnes accompagnées. Les stagiaires endossent alors plus de responsabilités qu'ils ne le devraient et sont parfois des renforts des travailleurs sociaux.
Les étudiants ne se plaignent pas forcément de ces responsabilités, étant pour la grande majorité d'entre nous passionnés par nos métiers, mais du manque d'accompagnement dans leurs études, les travailleurs sociaux n'ayant plus le temps pour cela. Également, les stages, malgré qu'ils soient de très longue durée, ne sont pas tous rémunérés. Nous le savons, de plus en plus d'étudiants en formation du social quittent leurs études ou font des années de césure pour gagner un peu d'argent, car la précarité étudiante est grandissante et beaucoup d'étudiants ne trouvent plus de sens dans leur futur métier. Nos futurs métiers, bien qu'enrichissants, sont aussi fatigants que ce soit sur le plan physique et psychologique. Les travailleurs sociaux demandent une revalorisation de leur salaire, ainsi que plus de moyens humains et financiers pour accompagner les personnes dignement, mais aussi pour eux-mêmes gagner cette dignité. En effet, les travailleurs sociaux travaillent avec les plus précaires, mais que faire quand c'est nous les plus précaires? En effet, un jeune étudiant diplômé éducateur spécialisé après 3 ans d'études gagne à peine plus qu'un SMIC. Les professionnels de la santé et du social font partie des professionnels qui font le plus de burn-out et où nous devrions travailler jusqu'à 67 ans, alors que la réalité du terrain, c'est aussi parfois des journées de 12 heures dans des établissements pour enfants et adultes handicapés, où les travailleurs sociaux doivent faire des soins et des toilettes aux personnes et pallier au manque de personnel de la santé. Le recul de l'âge à la retraite impacte à la fois les travailleurs et travailleuses du social, ainsi que le service rendu aux usagers, car les travailleurs seront trop fatigués au vu de la pénibilité de leur travail et du manque de moyens. Les étudiants de l'IRTS militent donc aujourd'hui pour le retour de la retraite à 60 ans et 37,5 annuités de cotisation, avec la prise en compte de nos années d'études dans le calcul de l'âge de la retraite. La mobilisation est encore à élargir. Il est primordial de construire la grève chez les travailleurs en formation et les étudiants, car c'est par la lutte que nous obtiendrons le retrait de ce projet de réforme des retraites et de réelle amélioration de nos conditions de travail, de vie et d'études. File la laine, file le temps, et c'est Filoche, le dernier intervenant. Monsieur Gérard Filoche, donc de la gauche démocratique et sociale, ancien syndicaliste, ancien inspecteur du travail. Il a écrit de nombreux livres, comme vous le savez, et il est en tournée actuellement, en tournée contre la réforme des retraites, sur lequel il a déjà aussi écrit au moins 2 livres, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Et ça a commencé en 93. Mais il y avait aussi la chanson de Bruant. Sa maman l'appelait mon petit Henri, on l'appelait la Filoche. C'est un instrument qui sert dans les industries évoquées. De vêtements. Dans la région lyonnaise, c'est un filet à provision. Enfin bon, merci, bonsoir, merci à toutes les militantes et tous les militants qui ont préparé cette réunion. Rien de grand ne se fait dans le monde sans militants. En fait, ils ont comme rôle d'essayer de faire aux autres le chemin qu'ils ont eux-mêmes parcouru pour changer le monde. On a été dans les manifestations, les 5 dernières, au fait, probablement autour de 3 millions et demi, à avoir participé au moins une fois à une des 5 manifestations. L'enjeu, c'est que ces 3 millions en fassent venir autant le 7 mars. Parce qu'on ne peut pas gagner avec un demi, un quart, un tiers de mouvement. Au rapport de force, là, il faut qu'il pénètre les consciences et que tout le monde se dise qu'il n'y a pas d'autre choix que d'aller manifester. Et de faire bouger son entreprise, parce que la rue ne suffit pas. Si dans les entreprises, on ne fait pas bouger les choses, qu'il n'y a pas de grève, et qu'on n'oblige pas les patrons à nous entendre, à nous écouter. Parce que si les patrons s'aperçoivent qu'on bouge dans leurs entreprises, ils téléphoneront à Macron, ils diront stop. Et ils diront le premier. Et la division dans le rang en face, la classe dominante, dans les rangs du patronat et dans les rangs de la République en marche, comme ça s'appelle encore, la division viendra de ce rapport de force. Et toutes les meetings, il y en a des milliers en ce moment tous les soirs. Moi j'étais à Aubonne, je reviens du Jura, j'étais à Roubaix, j'étais à Jourdain de Grand Vachon, et je vois partout, parce que la semaine prochaine c'est Tours, Pau, donc je le vois plus, mais je vois partout que tous, il y a des meetings unitaires, politiques, et où les organisations syndicales participent et s'expriment, parce que c'est vrai, hein, sans les syndicats t'as rien, sans les syndicats t'es rien. C'est ce qu'on m'a appris, moi, à 17 ans, à mon premier boulot, quand j'étais
coursier au Crédit Commercial de France à Rouen, et j'ai appris toujours que le mouvement partait dans les entreprises de ceux qui produisaient les richesses, qui n'en recevaient pas la part qu'ils méritent. Et quand ceux-ci se mettent en mouvement tous et unis, en ce moment on a la chance d'avoir une intersyndicale exceptionnellement unie, et c'est aussi ce qui est la possibilité, rend possible la victoire le 7, le 8 mars et le 9 mars. C'est d'abord le mouvement syndical qui compte, quitte ensuite à ce qu'on lui donne un débouché politique et qu'on lui donne un programme, qu'on propose un programme qui change évidemment la situation non seulement de la Macronie, mais de notre société aujourd'hui acculée et détruite par le libéralisme violent qui s'impose à nous. 60 à 65 ans, c'est les plus belles années de la retraite. 60 à 65 ans, c'est les plus dures années au travail. Entre 60 et 65 ans, on a la possibilité de vivre une sorte de deuxième vie, si on est encore en bonne santé, et si on a une retraite décente. On peut faire tellement de choses. J'ai un copain, il s'est mis à la guitare, un autre au piano. Vous pouvez faire des randonnées en Ardèche ou bien faire du pédalo sur le lac de Gérardmer. Ici, vous pouvez faire des promenades, vous pouvez vous occuper de vos petits-enfants, vous pouvez animer des associations, et c'est la période où des millions de retraités le font. Nous sommes au total 14 millions de retraités, je m'inclus dedans bien sûr. 14 millions. Il y en a 7 millions qui sont plutôt en dessous ou autour de 1000 euros. Oui. Vous n'allez pas faire beaucoup de promenades avec ça. Hein. Vous n'allez pas pouvoir donner beaucoup de cadeaux aux petits-enfants à Noël, ni même vous occuper d'eux pour les emmener faire des visites qui sont pourtant indispensables pour leur éducation, leur culture et leur avenir. Donc, ils se sont ramassés, le gouvernement, sur l'affaire des 1200 euros. Mais pourquoi ils avaient besoin d'y tenir? Parce que pour faire passer le reste, il fallait qu'ils montent. Donc, ils essayaient de dire à la moitié des retraités, vous êtes un peu en dessous, on va vous donner, alors la formule est extraordinaire, de 0 à 100 euros. Donc, il y en a qui ont 0. Et c'est pas précis. Et si on vous donne 100, alors et vous les 1200? Alors, elle s'est révélée après tout que c'était pas vrai. Personne n'aurait les 1200. Après, ils ont essayé de dire que pour les femmes, finalement, il y aurait des compensations. Ça s'est explosé, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était plus défavorable aux femmes qu'aux hommes même dans leur projet funeste. Bon. Et alors ensuite, après, ils ont essayé de donner des trompe-l'œil. Alors il y en a un qui a été abordé une ou deux fois ce soir, c'est le fameux index. C'est pas creusé. Ils ont dit qu'il fallait un index, alors, pour que soit affiché et connu le nom des entreprises qui feraient un effort pour que les salariés qui sont 55, 56, 57, 58, 59 ans puissent continuer à travailler. Drôle d'idée. En fait, il y en a déjà 2 sur 3 qui ne travaillent plus. Soit qui sont licenciés, soit qui sont malades, soit qui sont inaptes, soit qui sont dans les caisses chômage. Donc ils reconnaissent eux-mêmes une difficulté pour porter le nombre de salariés, pour les porter à 64 ans, d'après leur volonté. Donc ils disent, on va afficher le nom des entreprises qui vont le faire. Stupéfiant projet. Parce que, est-ce que c'est comme ça qu'ils vont les convaincre? Est-ce que c'est comme ça que le nombre d'entreprises va augmenter? Est-ce que c'est comme ça qu'on va arriver, selon leur projet, à faire travailler les gens 60, 61, 62 ans? Alors pour l'index, ils disent qu'il y aura aussi une sorte de tableau des entreprises qui ne le feront pas. Alors c'est le mur de la honte et le mur de l'honneur. Alors vous mettez le mur de l'honneur pour les entreprises qui le font, et vous afficherez la honte sur les autres. Vous croyez que ça va marcher, ce truc-là? Et puis qu'est-ce qui va le faire? Qui va le faire? Les patrons eux-mêmes, ils vont tous se mettre sur le mur de l'honneur. Il faut bien quelqu'un qui aille voir. Les inspecteurs du travail. Mais il y en a exactement 1600 pour 18 millions et demi de salariés et 1 200 000 entreprises. Comptez sur leur incapacité à pouvoir le faire, même s'ils en ont la volonté. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un affichage? Il y a déjà eu un essai. En 2010, Xavier Darcos fut un ministre éphémère du Travail qui tenta de faire un mur de la honte et un mur de l'honneur
pour les entreprises qui ne respecteraient pas l'égalité salariale femmes-hommes. Ça a tenu 2 jours. 2 jours. Les patrons téléphonaient de partout, mais non, c'est pas vrai, vous n'avez pas les bons chiffres, ça ne fait pas passer comme ça, corrigez, je veux pas être dans la honte, je veux pas être dans la honte. Et les autres disaient, moi je suis dans le Nord, mais vous n'avez pas pensé à mon... Ça n'a pas marché, il s'est fait virer aussitôt. Mais je vous donne une idée d'index pourtant. La France est devenue le premier pays au monde, en Europe, plutôt en Union européenne, en taux d'accident du travail mortel. C'est récent, hein, c'est depuis 2 ans. Alors, plus qu'en Bulgarie, plus qu'en Roumanie, plus qu'en Pologne, toute situation comparée. La championne des accidents mortels, c'est la France. Je vous propose un index, moi. Avec la liste des entreprises qui ont eu des accidents mortels et la liste des entreprises qui n'en ont pas eu. Simplement pour pouvoir pointer quelle c'est l'origine. Parce qu'on apprend en même temps, c'est le 7 décembre dernier, de la Cour des comptes, pas moi, dans le monde, qu'un employeur sur 2 ne déclare pas les accidents du travail. 1 sur 2. Il n'y a pas d'index, la DUSOP n'y a pas pensé. Il a protesté quand il s'est fait traiter d'assassin par un mot plus haut qu'un autre. Mais il n'a pas compris que ça visait le fait qu'entre autres, il y avait beaucoup plus d'accidents mortels et que la politique qui était adoptée depuis que les comités d'hygiène, sécurité, conditions de travail avaient été détruites, depuis que une partie de règles pour la protection de la jeunesse avait été détruite, et que les gens travaillaient plus longtemps, et bien qu'il y avait plus d'accidents du travail. Et aucune mesure n'a été faite contre ça. Alors, Macron avait dit « Je n'adore pas le mot pénibilité associé au mot travail ». Pour lui, le travail, ça ne peut être qu'une exaltation. Aucune souffrance, aucune difficulté, aucun accident. Et par contre, en l'occurrence, il a enlevé, ou voulu enlever le mot pénibilité qui a son histoire déjà. Rappelez-vous Sarkozy, on est en 2010, on est en juin. Il dit qu'il va faire 10 critères de pénibilité qui vont permettre aux gens de quand même partir avant les 62 ans où il nous emmenait. Et puis il dit qu'il va y avoir un taux d'usure. Alors ça, le taux d'usure, mesurez-le s'il vous plaît, hein, parce que l'égoutier qui a le bras gauche est-il le même qu'à celui qui a le droit, et celui qui a tous les DMS, comme tu disais tout à l'heure, les troubles musculaires. Comment le taux d'usure? Alors Sarkozy avait dit à l'époque, en juin, eh ben, le taux d'usure, quand ça sera 20% sur 10 critères, alors vous pourrez partir plus tôt. On a beaucoup manifesté à cette époque. Et en septembre-octobre, il est revenu là-dessus, et il a dit que le taux d'usure va être de 10% seulement. On va passer de 20% de taux d'usure à 10% de taux d'usure pour partir plus tôt en retraite que la date qu'il voulait nous imposer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? Parce qu'en fait, il s'agit de remplacer les critères de pénibilité par branche et par métier par des critères individuels. C'est ça le grand tour de passe-passe. Ça, on ne juge plus sur le métier, le cheminot, l'électricien, l'égoutier, on juge sur l'usure de la personne. Alors comment va-t-on la mesurer? Autre question, là, il n'y a pas d'index, mais il y a 4600 médecins du travail, 4600 dans tout le pays. Pour 18 millions et demi de salariés du privé et 5 500 000 du public, ils vont avoir du travail, hein, les 4600 inspecteurs de médecins du travail. Alors ils disent on va faire une visite médicale vers 45 ans et une autre vers 61 ans. Qui croit une seule seconde que ça va se faire? Évidemment que ça ne se fera pas. Donc ils ont été retoqués sur l'index. Alors là, les députés de la gauche se sont bien battus. Ils ont été battus au Parlement. Mais que fait le gouvernement? Il s'en fout du débat parlementaire. Et si vous cherchez des arguments pour le prouver, il y en a un là. C'est qu'il renvoie le texte au Sénat avec la vision des index que je viens de critiquer, comme s'il n'y avait pas eu de vote sur l'article 2 par les parlementaires qui l'ont supprimé. Quel cynisme! Après, essayez de dire qu'il y en a d'autres qui ont engorgé, obstrué, etc. Là, c'est pas une obstruction, c'est un mépris total. Vous avez voté, j'en tiens pas compte, je renvoie mon texte initial. C'est bien pire. Ah, les grands médias ne parlent pas de ça. Hein. Non, mais c'est quand même les choses. Puis en matière de pénibilité, alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Parce qu'ils ont retenu, maintenant il n'y a plus que 4 critères. Il y en a un qui me fait toujours sourire, il y a le travail hyperbare. Les gens ne font pas attention, les journalistes roupillent avant de comprendre ce que c'est que le travail hyperbare. C'est ceux qui vont travailler dans des caissons ou avec des scaphandres sous l'eau avec un degré de pression qui met en danger leur santé. Il y a 1000 personnes en France. 1000.
Un des 4 critères, c'est pour 1000. Prenons le critère du travail de nuit. 4 900 000 travail de nuit. C'est pas un critère pénibilité, ça? Nous ne sommes pas des animaux nocturnes, nous sommes des animaux diurnes. 15 ans de travail de nuit, c'est 20 ans de vie dépensée. Et donc là, vous avez véritablement quelque chose. Après, vous avez le travail posté, 3-8, 4-8, 5-8. Il y a plus de 2 millions de personnes encore qui sont en travail posté. Puis ceux qui ne sont pas vraiment en travail posté, le cheminot, il a un planning sur 3 semaines, j'ai conduit 8 mois des trains, je m'en souviens encore. À août, quand on commence à 6h, je partais à 14h, je revenais, il y avait une nuitée, il y avait un découché. Et j'avais 19 ans à l'époque. J'étais épuisé à 19 ans d'avoir un tel éventail d'horaires sur 3 semaines. Vous croyez que ça a changé? Ça n'a pas changé. J'ai mon petit Jean maintenant qui conduit les trains et il me décrit ça avec la même façon et la même fatigue. Alors ils font du mensonge. Ouais, non, les cheminots, c'est plus pénible. Avant, c'était l'escarbille dans l'œil et c'était le charbon et la vapeur. Maintenant, ils sont assis dans leur TGV. Mais essayez d'être assis à la tête du TGV avec des horaires comme ça, avec 120 découchés de chez vous. Et vous voyez quelle vie vous avez au bout de 30 ans ou 35 ans que vous faites ça. Et c'était pour ça qu'il y avait des conventions collectives. Parce que moi, je ne dis jamais régimes spéciaux. Je demande de ne jamais dire régimes spéciaux. De la même façon qu'il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas de régimes spéciaux. Ce sont des conventions collectives qui ont été négociées, précisément, signées par branche, par métier, pour compenser les nuisances propres à ces branches et à ces métiers. Et ça fait entrer la notion de pénibilité en collectif et non pas en individuel. Et c'est ça qu'ils ont supprimé quand ils ont supprimé ce qu'ils appellent les régimes spéciaux. Et moi, je suis pour défendre les conventions collectives. Il y en a quand même 700 en France. Si on n'a plus le droit de faire des conventions collectives avec des accords adaptés à chaque branche, à chaque métier, etc. Mais c'est une dictature. Vous n'arrivez même plus à faire améliorer la loi par rapport à l'expérience professionnelle parce que c'est plus les coups de poussier ou de grisou qui tuent. Ce sont les accidents cardiovasculaires, les AVC. 1 sur 2 est lié au travail. Vous êtes dans un bureau, vous avez un risque, c'est pas vrai parce que vous êtes dans un bureau, il n'y a pas de pénibilité au travail. Surtout si on vous y fait rester avec des charrettes pour faire des comptabilités en fin de semestre pendant 12 heures, 12 ou 14 heures par jour. La pénibilité au travail, on estime, et c'est l'INDRS qui le fait, mais la DARES a fait la même chose, mais estime que c'est 13,5 millions sur 30 millions de salariés souffrent de pénibilité. Moi, je dis que c'est tous. Parce que, écoutez, un instituteur, il est à 64 ans, il va faire sa 40e rentrée, avec ses cheveux blancs, au milieu de ses bambins. Bien sûr. Et puis l'infirmière, moi je suis un fils d'aide-soignante et mari d'infirmière. Essayez de voir l'infirmière à 62 ans qui met ses lunettes pour chercher votre veine. Tous les métiers ont un certain degré de pénibilité. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter le corps. Même si on vit encore, qui est le on vit plus longtemps? On sait tous qu'il y a 13 ans d'écart entre les plus riches et les plus pauvres, 7 ans d'écart entre les ouvriers et les cadres, mais qui est le on vit plus longtemps? Bon, en l'occurrence, tout le monde se confronte à un obstacle et à une difficulté parce que le corps humain, il n'a pas changé. La biologie du corps humain, à 55 ans, tout devient pénible, soit mentalement, soit physiquement. Et tout le monde le sait. Dans tous les métiers, même les cadres les plus éveillés, les plus acharnés, c'est d'ailleurs pour ça que les patrons en fait s'en débarrassent. Ils vont être sur le mur de la honte. Et quoi que la date de 64 ans soit figée, tout ça ne tient pas debout. Tout ça ne tient pas debout. Du point de vue du réel, du point de vue de la vie des gens. Oui, on a le droit d'avoir entre 60 et 65 ans une meilleure vie. Moi, c'est une petite table bleue, des chaises bleues, au bord de la mer Bleue sur une île grecque, hein, avec le ciel bleu, un verre d'ouzo et un poisson grillé. Chacun ses rêves. Chacun ses rêves. Mais pour avoir ça, il faut avoir des sous. Et il faut être encore en forme. Et c'est ce qu'ils veulent nous enlever. Les sous et la forme. Et le concret, c'est cette attaque-là puissamment. C'est pour ça qu'on peut faire bouger les gens. Moi, j'ai regardé les manèges. Il y avait 130 personnes à Ouessant. Il y avait 1000 personnes à Plohermel. Pour ceux qui ne connaissent pas Plohermel, j'ai fait 2 meetings, même les socialistes se cachaient là-bas sous le nom du club du lundi, tellement ils avaient peur d'être mal vus. Le lycée privé des frères était au milieu de la ville et le lycée public était dans la forêt de Brocéliande, à 10 km de là. C'est vous dire, si à Plohermel, c'est peut-être un peu difficile de militer. Mais ils étaient 1000. Parce que c'est le salariat tout entier qui est concerné. Tout le monde.
Et c'est pour ça qu'il y a une possibilité de croire que le 7 mars, on peut mettre 3, 4, 5, 6 millions. Et puis que le 7 mars, on peut à nouveau bouger dans les entreprises. Parce qu'on me dit, oh ouais, mais les gens, ils ont peur dans l'entreprise d'occuper, etc. Je savais Wimberge en 1966-67 qu'on me disait déjà ça. Tu sais, juin 36, ça n'arrivera plus jamais. J'ai entendu ça, j'ai encore dans la tête. Les mots de l'époque, c'était la classe ouvrière est bourgeoisée. C'est le crédit, le tiercé, la bagnole, le PMU. Eh bien, il y a eu mai 68. Et mai 68, ça ne se commande pas, mais c'est une alchimie qui vient quand c'est mûr. C'est-à-dire quand tous les facteurs sont suffisants pour que les gens se disent « je ne peux plus faire autrement que d'y aller, parce que sinon je vais vraiment tout perdre ». C'est pas quand les gens sont au fond. C'est pas quand les gens se disent « je peux encore rêver d'autres choses sans rien faire ». C'est juste cette phase où des dizaines de millions de gens se disent « il faut que j'y aille ». Parce que sinon, c'est pas seulement moi, c'est pas parce que je suis jeune, c'est pas parce que je suis vieux, je regarde mes parents, je regarde mon âge, je calcule tout pour ma vie, je vais tellement me faire avoir qu'il faut que j'y aille. Et quand cette alchimie-là se produit, que ça bascule, alors la victoire est possible. C'est là qu'on en est. Exactement là. Dominique va conclure ce beau meeting. Avant de conclure, je souhaite remercier les intervenants qui sont venus ce soir, la mairie d'Épinal qui nous a mis cette salle à disposition gratuitement, Sandra qui a préparé le déroulé du meeting, Victorien qui a fait les affiches, tracts et visuels, et le syndicat des cheminots qui a tenu la buvette, qui la tiennent encore, la tiennent bien d'ailleurs. Avant de partir, je vous invite à vous documenter auprès des tables qui sont disposées là-bas. Il y a les syndicats, les associations, les partis et mouvements politiques qui vous proposeront des prospectus, etc. Conclusion. On le voit, cette réforme des retraites que veut nous imposer le gouvernement Macron, Borne et Dussopt, est une régression sociale. Elle impose de travailler plus pour bénéficier d'une même retraite, soit 1 an de cotisation en plus ou 2 ans de vie de plus avant de partir. Tous ceux qui ne pourront pas le faire seront financièrement perdants. Cette réforme projette d'épuiser encore plus les corps des travailleurs, mais aussi la planète. Les bénéfices supplémentaires générés, ainsi que les économies faites, ne serviront pas à combler un déficit du régime des retraites, somme toute très faible et généré principalement par les exonérations de cotisations patronales, mais à augmenter les profits d'une minorité toujours plus exonérée de participation financière à l'équilibre général. En France, depuis 40 ans, de façon de plus en plus brutale, avec l'aide des gouvernements successifs, une minorité augmente ses profits financiers en détruisant les dispositifs nationaux de solidarité et de protection, les services publics, la planète. La qualité de vie du plus grand nombre se dégrade pour qu'une minorité augmente ses profits de façon scandaleuse. Contre cette réforme des retraites injuste et toute la politique menée contre l'intérêt d'une majorité au seul bénéfice d'une minorité richissime, faisons grève et descendons dans la rue le 8 mars, et aussi longtemps qu'il le faudra. Mettons le pays à l'arrêt et menons la lutte jusqu'à la victoire, car elle est à notre portée. Tous ensemble, ouais! Tous ensemble, tous ensemble, ouais! Tous ensemble, ouais! Tous ensemble, ouais! Macron, si tu savais, ta réforme, Macron, si tu savais.